Une Fiat 500 pourrie, la coupe d'Alex dans 5 ans et un vide intersidéral. Bienvenue dans le film le plus. Salut à tous, bienvenue dans le film le plus, podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes acolytes. Bien, bonjour. Alex, évidemment, que vous reconnaissez, et Aurel, un peu plus loin. Comment ça va les gars depuis la dernière fois, depuis notre épisode Halloween? Extraordinaire. Ça va, excuse-moi, il y a le chat qui voulait boire la bière, donc... On remercie encore Véronique Davidson d'avoir répondu à l'invitation. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était super intéressant, c'était... en plus elle est ultra sympa, donc vraiment c'était un bon moment. J'ai déjà eu des retours extrêmement positifs, de la part de Roxane par exemple. Ah bah voilà. Qu'il a déjà écouté et qui a vraiment kiffé. Trop bien, ça fait plaisir. N'hésitez pas à faire des retours, d'ailleurs, la perche que je vais te lancer. Mais sur les réseaux, toujours Insta, Blue Sky, Facebook. N'hésitez pas à converser avec nous, continuez à alimenter la boîte à mots parce que vous le savez, on fonctionne avec un tirage au sort du thème de la prochaine émission à chaque fois en fin d'émission. Donc on compte sur vous pour bourrer les urnes. On rappelle, un mot, pas de nom propre, bout en train, ça c'est possible puisqu'il y a des tirets, toujours, hein, je lance une bouteille à la mer là-dessus. Exactement. Les gars, alors là la dernière fois on a tiré un mot, le mot qui a été tiré au sort c'était le mot gant. Au troisième essai, parce qu'on rappelle, on a à chaque fois un essai pour... je sais même plus les deux premiers mots qui ont été tirés, qui ont été jetés finalement. Short et pote. Short et pote. Et finalement, on a tiré le thème du soir, à savoir gants. Donc bon, c'était très jolie ville. Très jolie ville. Je m'y rends prochainement d'ailleurs. Mais okay, le truc c'est que voilà, c'est ce que ça a été facile pour nous de choisir les films, ça on vous le dira en cours d'émission. Et évidemment ça va nous donner un programme un petit peu très varié avec des films qui n'ont absolument rien à voir les uns aux autres. C'est tout le sel de notre nouveau concept cette saison. Et est-ce que les auditeurs... Moi j'aime beaucoup. Oui, c'est bien ça. Cette montée d'adrénaline de fin d'émission, j'aime beaucoup. Oui, et puis après, parfois on aime moins quand on sait les films qu'on choisit les uns les autres. Qu'on doit se taper après. C'est ça. Par exemple, est-ce que les auditeurs t'ont suggéré éventuellement des films? Mais bien sûr. Autour du thème gant. Et j'ai même eu beaucoup de réponses. Donc alors que nous on a un peu galéré pour trouver des idées. Non, mais vraiment, je vous remercie et n'hésitez pas à continuer à envoyer, à répondre, à interagir avec nous. Franchement, ça, peut-être parce que je m'y suis pris à une bonne heure cette fois-ci. Généralement, je commence le matin, les gens regardent pas Instagram le matin. Là, je l'ai mise du coup mardi soir pour le mercredi, donc c'était parfait. Et on a eu pas mal de réponses. On a Pierre-Adrien, un habitué, qui nous proposait Le Bossu avec Daniel Auteuil. Alors, je cherche, il y a sûrement des gants. Du duel avec des claques jetées, on jette son gant, tu vois, c'est un peu... On le laissera nous expliquer. Très bon film d'ailleurs. Mais oui. N'hésite pas à rapprocher ton micro de ta bouche. Oui, alors ceux qui nous regardent sur YouTube voient notre nouvelle configuration. On essaye d'être un peu plus dynamique. Du coup, ça risque de faire des bruits parasites pour le podcast, mais on tente. On est entouré d'animaux, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, c'est un peu risqué. Ensuite, on a un certain Gino Marteau qui propose Minority Report. Effectivement. Pour les gants de... C'est les petits gants comme ça, pour les gants du futur. Les gants de la Wii, quoi, un petit peu. Et là, on a donc Véro qui nous a encore répondu, qu'on salue une nouvelle fois. Cube, Saladin et Henri qui ont tous les quatre cité Les Griffes de la Nuit, qu'on n'a pas traité directement puisqu'on a fait le 3 dans l'émission, mais on aurait pu, mais on ne l'a pas fait. Cube suggérait également... le film Le Meilleur avec Robert Redford, un film de baseball de 1984 de Barry Levinson. Effectivement, le grand de baseball, ça fonctionnait. Henri toujours proposait également Édouard Romain d'Argent, qu'on a déjà fait avec justement Freddy, sur les films de Griff. Le plus griffu. Saladin, ce petit coquin proposait dans un premier temps La Fistinière,
Voilà. Bonne vanne. On reconnaît bien l'humour de Saladin. Exactement. Voilà. Encore une fois, on a les auditeurs qu'on mérite. Mais aussi Rocky 4, effectivement, Gunbox, ça fonctionne. Jazz, lui, proposait Rollerball. Et là, je me suis dit, mais oui, sur l'affiche du film original de Norman Jewison, il y a un gant avec des clous, Mais on l'a pas fait. des pointes. On a fait le remake de John McTiernan. Ah, d'accord, je pensais qu'on avait fait celui avec James Caan, non. Okay. Non. Donc ouais, quand j'ai vu ça, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé à Rollerball. Vraiment, mais ça pas grave, on y viendra un jour. T'inquiète pas. Film de roller. J'ai fait des roller. Boule. Ah, je donne d'idées, pas film de boule. Tu pourras inviter ton gars si tu veux, la prochaine fois. On en reparlera. On fera une émission spéciale. Double feature. Aurélien Bodina proposait donc le premier Rocky, comme Matou que j'embrasse très très fort puisqu'elle fait partie de ma famille et que je l'adore. Pascaline proposait $1 million Baby, une fois plus pour une fois. Box. Ensuite on a Hervé Hugo qui nous proposait Princess Bride pour le méchant à 5 doigts. Je vous avoue que je connais pas du tout le film, okay. Je sais que c'est un film culte mais je connais pas. Où il proposait également Gilda avec Rita Hayworth. Oui. Ou encore Gran Turismo. J'ai cherché des jeux de mots en plus, ouais. Et ça c'est... Attends, c'est pas fini parce qu'on a un nouveau venu dans le podcast, un certain Geoffrey Craquinette. C'est qui ce con? Probablement un pote de Jonathan. Pardon, j'insulte d'entrée, c'est qui ce con, mais non, je sais pas qui vous appelle. C'est un nouveau venu sur Instagram également. Il a 0 abonnés. Il a 0 abonnés, par contre il est abonné au Film Plus. Donc il proposait Guns of New York. Voilà. C'est tout. Il a dit que ça. C'est tout que ça. Statement. Une belle contribution. Alors ensuite on a une intervention importante de Xad du pitch était presque parfait, qui tient d'abord à rétablir certaines vérités et qui nous dit que ces listes sortent bien de sa tête et non pas de liste Wikipédia, puisqu'a priori dans le dernier épisode on l'a un peu traché sur ce sujet. J'ai pas réécouté, donc qu'est-ce que j'ai c'est moi qui l'ai tronçonné. Donc écoute, on te présente nos plus plates excuses parce qu'il nous écoute assidûment et on l'en remercie. Et visiblement c'est pas facile d'être dans la tête de Xad, puisqu'il n'a pas su se décider entre les films de foot, il pensait à nous la victoire, les films de hockey avec les petits champions, les films de baseball avec une équipe hors du commun, les films de neige avec Home Alone, les films de pêcheurs, de gladiateurs, de chevaliers, ou encore le genre du giallo. Et là il touche peut-être du bout du gant quelque chose, puisque on va peut-être en reparler tout à l'heure. En tout cas, on l'embrasse et on lui dit à bientôt. Ouais, et excuse, pardon, il n'y a pas d'humour, quoi. C'est nerf tout de suite, on fait une vanne sur sa liste. Ah, il y a beaucoup d'humour, t'inquiète pas. Et il viendra se défendre et te défoncer dans l'émission. Je veux qu'il vienne, je l'attends de pied ferme. Et enfin, on a encore une fois Aurélien Bodina qui a fait plusieurs propositions et qui a proposé Thanos. Ah, et là... Il touche également peut-être du doigt quelque chose, alors que les youtubeurs pourront admirer mon chat. Donc t'étais pas le seul, à penser à ça. Non, il y a des gens qui ont un peu de culture. Je sais pas, je tente un truc. Voilà. Est-ce que vous voulez que j'enchaîne avec un petit jeu? Ah oui, s'il vous plaît. Un petit jeu à moitié improvisé. On va jouer donc je bascule la caméra sur vous deux. On va jouer à Pyramide. Excellent. Je vais vous dire. C'était cette émission avec Patrice Laffont qui faisait les blagues racistes sur Pixar. Exactement. Il y a des highlights dispo sur YouTube. Oui, j'ai vu ça. Regarde, c'est ta famille, on montre des singes. Oui, il y a des trucs, c'est trashouillant. Extraordinaire. Ça paraissait normal à l'époque. Enfin, c'est hallucinant. Ouais. Donc je vais vous dire en 1, en 2, je vais vous donner des mots et vous allez trouver un personnage ou un film qui a des gants. Ok. Donc très clair. Donc voilà, je vais tenter doucement. Je vais dire en 2. Je vais vous dire conduite. Baby Driver. Non. Aussi. The Driver. Driver. Okay. Avec Ryan Gosling. Pourquoi j'ai dit Baby Drive? Drive. On est perdu. Baby Driver. On a presque Driven. On a fait les deux aussi. On a fait Drive dans l'émission et The Driver. On a fait exactement. Non, là c'était Drive, donc les gants blancs de Ryan Gosling. Allez, en 1, facile. Gotham. Batman. Ok, d'accord. Batman a des gants. Et oui, il a des gants. Oui, non, en effet, il porte des gants. Il porte des gants, exactement.
comment je vais pouvoir faire deviner ça? Allez, en 2 pour être sûr. J'ai perdu. Thriller. Thriller. Michael Jackson. Pour quel film? Smooth Criminal. Non. Il a fait qu'un film en fait, je crois. Il a fait qu'un seul film. Il a fait un film. Moonraker. Moonraker. Ok. Moonwalker. Moonwalker. c'est Tu what? Si, il est avec les lasers dans l'espace. Non, mais Moonwalker, il y avait même un jeu vidéo sur Game Boy qui était incroyable. Exactement, et sur Mega Drive. Il était porté sur plusieurs consoles. Ensuite, alors si je vous dis en 2, si je vous dis métal. Comme le genre musical, on peut rien dire. On peut pas. Ok. Et si je vous dis pensée. Real Steel. Non. Métal et pensée. Métal et pensée. Je sais pas. Vous n'avez pas Non, avec un gant. Magneto par les X-Men. Oui, c'est vrai. Bah Ok, oui, gant. vu. Très bien. Le métal par la pensée. Bon là, facile en 1. Griff. Freddy, effectivement. réfléchis un peu bien. Je buvais. En 2, mais ça peut se faire en 1. Force. Les Jedi. Rocky. Non. Allez, Star Obscur. Dark Vador. Dark Vador, effectivement. Allez, en 2 aussi, si je vous dis loi. Judge Dredd. Judge Dredd, bien joué. Putain, j'aurais dû faire en 1. Bravo. Trop rapide, à chaque fois un Bravo. milliseconde. Allez, en 1, Interceptor. Mad Max. Mad Max. Ouais, c'est grand. C'est un quiz sur mesure là, c'est du sur mesure pour Alex là. Pour une fois que j'y arrive. Il en reste 2. Il n'y a pas une comédie de Claudie, il n'y a rien pour moi là. Ils prennent pas de gants dans ces comédies-là, j'ai envie de te dire. Si je vous dis... bon allez, en 1, facile, Skynet. Terminator. Mais oui, mais Lequel? Terminator 2. Terminator 2, quel personnage? Le personnage du T-1000. Non, le T-800 quand il s'ouvre le bras et qui du coup doit masquer son bras métallique. Donc le perso de Schwarzenegger. Le perso de Schwarzenegger. C'était très très spécifique. Alors là peut-être un peu plus dur. Je sais pas. Allez, on va dire en 3 au cas où. Si je vous dis Nintendo. Mario Bros. Non. Sonic. Non, rien à voir. Non, putain, non, c'est Sega, non. je suis débile. Magie. Magie. Magic Gloves. Les gants pour jouer à la console là. T'étais sur une piste. Oui, c'est ça, ouais. Il y avait un Les truc. Nintendo Gloves. C'est pas ça? Non. Alors c'est le Power Glove que tu cherches. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous savez dans quel film ils utilisent le Power Glove? Non. Wargame. C'est non, The Wizard. Ah non, je sais pas. Ouais. Non, c'est pas voilà, c'était un petit jeu rapido. Trop geek votre truc là. Là c'était Ouais. trop geek pour moi. Trop J'avoue. niche. Mais en même temps, pour avoir des gants, c'est pas si simple. Hein. Non, Beaucoup de c'est- super-héros à chaque fois, Oui. donc si tu cherches. Un peu la facilité. Exactement. Je pense qu'il est temps maintenant de passer à la presse des films. Ah bah déjà, écoute, on débute Et dans cette émission. Encore une fois, c'est le plus ancien qui s'y colle. Donc c'est Aurel. Mais d'abord, il y a Un générique. un générique qu'il faut que tu appuies. Et place au premier film, je le disais, le plus ancien, donc c'est Aurel. C'est moi. Alors, j'aurais pu choisir plein de films. Enfin voilà, parce que quelqu'un d'entre nous a pris un thème que... Oui, on ne me voit pas à l'écran. Quelqu'un d'entre nous a pris un thème. Du coup, je voulais pas faire doublon, donc j'aurais pu prendre Rocky. Moi, j'avais envie de parler de Rocky, effectivement. Je ne l'ai pas pris. Les films de baseball m'intéressaient également. Je ne l'ai pas fait. Non, je me suis plutôt penché vers
Un film de genre, tiens, ça c'est original, il va falloir que je trouve autre chose. Ça devient un peu redondant là. C'est un petit peu redondant, mais un genre sur lequel j'ai pas beaucoup d'habitude et que j'avais envie d'explorer un peu plus. Donc je vais vous parler des Frissons de l'angoisse ou Profondo Rosso, un film italien de 1975, sorti en France le 17 août 1977 et réalisé par le grand Dario Argento. Le film appartient donc à un genre spécifique du cinéma italien appelé le giallo, qu'on peut traduire en français tout simplement par jaune, en référence à la couleur des couvertures de romans de gare publiés à l'avant-guerre par l'éditeur Mondadori, un peu comme on a pu avoir en France avec les séries noires qui ont donné lieu aux les films noirs. que tu as baptisés les films belges. Qui sont très communs dans le ciné français. C'est vrai qu'il n'y a pas de livre sur les films. Non, c'est les livres belges. Mais le genre du giallo, il va se définir au cinéma notamment grâce au réalisateur Mario Bava et son œuvre fondatrice 6 femmes pour l'assassin en 1964. Une petite blague. Non, on reviendra plus tard sur Ok. On considère longtemps le mot giallo comme un terme pour désigner le roman policier en général, mais ce sont justement les films de Bava ou encore d'Umberto Lenzi et les premiers films de Dario Argento qui vont vraiment définir les codes de ce genre-là au cinéma. La grande base étant un peu une histoire à la Agatha Christie, donc ce qu'on va appeler plus tard le whodunit, savoir qui est le meurtrier. On va donc chercher à connaître l'identité du tueur parmi les personnages encore vivants du film, mais on va aussi le définir par des codes esthétiques, notamment autour de son tueur qui porte souvent un imperméable, un chapeau mou, des gants, et tue généralement ses victimes à l'arme blanche. Donc je le disais juste avant, c'est le genre qui va lancer la carrière de Dario Argento avec ses 3 premières réalisations que sont L'oiseau au plumage de cristal, Le chat à 9 queues et 4 mouches de velours gris, tous produits au tout début des années 70. Très simple. Hein. Toujours. Alors, je te fais pas l'affront de dire les titres en italien. Pourtant, tu pourrais. Ça serait pas trop raciste. Ce serait un affront pour mes racines. En 73, il va tenter une incursion dans le film historique avec 5 jours à Milan ou 5 jours de révolution selon les versions. Mais il va connaître un échec critique et public. Donc il va être très déçu par cet échec et il va partir s'isoler dans sa maison de campagne. Oh, le vieux bébé. Je vais dans ma maison de campagne et il va imaginer la séquence qui va constituer le début du film où une médium ressent les pensées homicides d'une personne qui est présente dans la salle où elle donne une conférence. Et pour constituer la suite de l'histoire, il va faire appel au scénariste Bernardino Zapponi, qui a pas mal collaboré notamment avec le réalisateur Federico Fellini. Le film, c'est pour Argento l'occasion de revisiter un autre film qu'il admire tout autant qu'il le frustre, mais qui a une grosse influence sur sa carrière, à savoir Blow Up de Michelangelo Antonioni, un film qui n'aura pas marqué que Dario Argento d'ailleurs, puisque la même année que Les Frissons de l'angoisse, Francis Ford Coppola s'en inspire beaucoup pour sa future Palme d'Or, Conversation secrète, tout comme Brian De Palma en sera inspiré au début des années 80 avec Blowout. Le tournage des Frissons de l'angoisse a lieu dès le mois de septembre 1974 à Rome et Turin. Il va durer 16 semaines. Pour l'occasion, il s'entoure du directeur de la photo Luigi Kuweiler, et avec Argento, c'est un rôle qui est vraiment jamais facile, même si ce ne sera pas ici son collaborateur le plus marquant. Il confie initialement la musique au compositeur Giorgio Gaslini avant de le virer au profit d'un tout jeune groupe de rock expérimental qui deviendra légendaire pour tout fan d'horreur qui se respecte, à savoir les Gobelins. Groupe que... Après, ils ont fait une école. Ils ont fait une école d'art, c'est ça? Ouais. C'est marrant. C'est très drôle. Mon chien en rigole. Est-ce que tu peux jouer mieux tes vannes? Ouais, parce que là, on n'y a pas cru, quoi. J'y ai pas cru non plus. Pour le casting, Argento il va pas aller chercher bien loin puisqu'il va faire appel à l'acteur principal justement de Blow Up, le britannique David Hemmings, qu'on a vu également en 1968 dans Barbarella et qu'on a aperçu plus tard dans Gladiator, Gangs of New York justement, Snapshot 2 ou encore Carton Rouge, un film que j'aime beaucoup avec Vinnie Jones sur le foot. Pour incarner Gianna, la journaliste qui va accompagner le personnage de Hemmings dans son enquête, c'est le scénariste Zapponi qui va suggérer à Argento le nom de Daria Nicolodi, jugeant qu'elle possède le physique parfait pour le rôle. Et grand bien lui en a pris puisque, en plus de devenir une grande collaboratrice de Dario Argento, elle va surtout devenir sa compagne et la mère de leur fille, Asia Argento. Asia Argento que vous avez tous vu dans Triple X avec Babouliné. Le jeune Carlo, lui, il est interprété par Gabriele Lavia, sa maman par Clara Calamai, tandis que la médium qui se fait assassiner au début du film est jouée par l'actrice et écrivaine française Macha Merrill.
J'ai pas de chiffres sur le box-office, mais le film aura une aura très importante parmi les férus de bis italien. Il aura droit également à une version Director's Cut rallongée de 22 minutes par rapport à son montage cinéma. C'est d'ailleurs le film que Pierre et moi avons regardé, mais pas Alex. Vous m'avez pas tenu au courant qu'il y avait deux Ouais, c'est vrai qu'on en a pas du tout parlé. Je l'ignore aussi, moi j'ai pris la première sur... faut savoir qu'il est dispo sur Plex aussi. Gratuitement, si vous souhaitez le voir, la version longue, elle est là. C'est une bonne chose. Voilà. Et ce sera notamment une source d'inspiration pour beaucoup de monde, notamment les réalisateurs français Hélène Caté et Bruno Forzani, les réalisateurs de Amer et l'étrange couleur des larmes de ton corps. Surtout, il va remettre en scène Argento, qui va enchaîner sur 3 futurs films cultes, plus ouvertement fantastiques que ses précédents, que sont Suspiria, Inferno et Phenomena, en repassant également par le Giallo avec Ténèbres, puis enchaîner sur un reste de carrière beaucoup plus compliqué. Quoi qu'il en soit, je vous encourage, mais ça j'ai déjà dit, à regarder Suspiria, c'est une expérience assez incroyable. Tu me dis si je t'emmerde? Non, je fatigue. Le mec baille. Le résumé du film. Un pianiste témoigne du meurtre d'une médium et se retrouve malgré lui entraîné dans l'enquête. Avec l'aide d'une journaliste tenace, il tente de reconstituer les indices laissés par l'assassin, mais ses souvenirs lui jouent des tours. Alors, c'était donc une découverte pour moi. J'avais déjà vu Suspiria. J'avais déjà vu Suspiria, j'avais déjà vu Ténèbres. C'est à peu près tout ce que j'ai vu de Dario Argento. J'essaye de rattraper petit à petit sa filmographie parce que c'est vraiment considéré comme un des maîtres du genre. J'ai juste lu, alors peut-être qu'il faut aller passer au-delà, mais à partir des années 90, il faut arrêter. Ouais, c'est... en général la tendance, c'est ce qui se dit autour de lui. De toute façon, ouais, après Phenomena, ça baisse vraiment en qualité, a priori. Donc, Parce que ma femme s'appelle Maurice, c'est pas Jean-Marie Poiré, c'est un prête-nom. Et c'est bien d'arriver à faire C'était lui. C'est vrai qu'il tourne toujours pas loin du cinéma français quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Déjà, je dois le dire tout de suite, je connaissais la musique du film avant de connaître le film et j'adore la musique des Gobelins. On l'entend dès le début du film, elle est vraiment, vraiment remarquable, tout comme la scène d'introduction. Je trouve que j'ai été cueilli directement par la petite scène où le Argento il joue directement sur la profondeur de champ. C'est-à-dire qu'on voit une ombre sur le mur du fond, une ombre qui provient de derrière la caméra, puis après on voit un couteau qui se pose au premier plan. Entre le mur et le premier plan, il y a une table, une salle à manger en fait, donc il joue énormément sur la profondeur de champ. Un peu comme le monde perdu, quoi. Au début du monde perdu. C'est vrai. Ah, voilà. Sauf qu'il y a des dinosaures et... Voilà. Mais c'est sûrement... Et ça va plus vite. Ça va un peu plus vite. Ça commence par un bateau, l'île, les dinosaures, la petite fille. Comme ça. C'est vrai. Et donc, c'est toute petite scène, je me dis, quand même, c'est plutôt... Ça commence plutôt bien. Et puis le film, pendant tout le film, Argento, lui, il filme en mouvement tout le temps. Il s'avance beaucoup au début du film, notamment. Donc c'est une caméra qui est hyper mobile, c'est des plans qui sont très travaillés de sa part. Arrive la scène de la médium et de sa transe, on va dire, où là je me dis Masha Merrill, elle a eu une belle carrière derrière, mais ça commence pas super. On va pas se mentir. C'est vrai que ça joue pas très bien ce passage. Non, c'est pas super. On sent qu'elle a jamais été en transe, quoi. Non, là. Par contre, la scène de meurtre, elle est assez incroyable. Pour moi, c'est des. Alors, la couleur du sang est un peu particulière parce qu'elle n'a pas la vraie couleur du sang, c'est très peinture. C'est bien, c'est que tu peux recalibrer ta télé avec. Mais peut-être qu'elle est juste malade, peut-être qu'elle a un problème. Peut-être un problème sanguin. Peut-être qu'elle a un cancer du sang, on sait pas. Je suis pute. Et puis, donc j'ai dit, j'ai regardé la version intégrale, ça m'a un peu dérouté, puisqu'il y a beaucoup de scènes réintégrées. Alors j'ai regardé parce que le film, c'est particulier, le film italien, ils étaient filmés en anglais, redoublés en post-production et redoublés après en italien. Donc en fait, si tu le regardes en italien, c'est insupportable parce que ça ne correspond pas au. Et puis il y a ça tout le temps. Allez, merci. Il faut regarder la vidéo. Ou pas. Et là, les scènes rajoutées sont doublées en italien. On s'y perd d'un dialogue à l'autre. C'était complexe là, tu vois. Et puis surtout, en fait, le problème, c'est que ça installe une espèce de duo comique entre le journaliste et la pianiste qui est un peu déroutant, qui plombe un peu le rythme du film. Qui est involontaire un peu. Il y a clairement des scènes quand il est dans le café où il est au téléphone et puis il n'entend rien parce qu'il a derrière l'autre qui fait son café. Oui. Ça, le truc avec la Fiat 500 comme tu disais là. Coup de pourri là. Mais ça n'a aucun sens. Enfin, je voyais des. C'est assez déroutant, donc ça je l'entends. Il y a des ruptures de ton assez. Mais par contre, ce qu'on peut apprécier, c'est que finalement il y a
une inversion du rôle classique homme-femme dans l'histoire, c'est-à-dire que c'est plutôt la journaliste qui mène la danse, c'est-à-dire que c'est elle qui lui fait beaucoup d'avance, qui maintient une relation de force avec lui, il y a un bras de fer. Elle le détruit au bras de fer. Et lui, il accepte pas la défaite, mais... Ah si, je l'ai vu cette scène. Ah bah quand même. Donc elle est bien dans la version, classique. Ah putain, elle est drôle cette scène. Elle est plutôt bien jouée. Hilar. Non mais moi j'étais, c'est simple. Moi j'avais de la pisse partout sur moi. J'avais jauni de slibard complètement. Non mais ça, justement ça je trouve ça plutôt fort. Alors elle est elle renverse un peu les codes justement féminins et surtout pour les années 70 et elle a un physique assez particulier mais elle a quelque chose d'assez envoûtant, elle est magnétique. Ouais, assez magnétique et en même temps elle a plus d'intelligence que lui. Il sort de ses mots à l'intello. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas mis mes lunettes. On est dans le masque ou la plume ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Magnétique le gars. Calme-toi. Enfin voilà, je suis malade. Il va nous faire honte. Donc sur ces scènes rajoutées, je suis mitigé entre la modernité que ça peut apporter et en même temps la baisse de rythme que ça apporte au film. Après, il y a énormément d'expérimentation de caméra, je l'ai dit, il y a beaucoup de très gros plans sur des objets, sur les fétiches du tueur, etc. Ça, c'est un trope aussi qui reviendra assez régulièrement dans le giallo. Il y a énormément d'idées de mise en scène. Il y a une scène que j'aime beaucoup qui est quand il arrive dans la villa. Qui est une scène qui est assez longue où il visite la villa, on le voit déambuler. Ça m'a beaucoup rappelé et je pense que ça a inspiré Ty West pour The House of the Devil. Le pépiniériste là. Ouais, quand tu vas dans la villa et qu'il gratte le mur, etc. Il gratte le mur, attends, qu'est-ce que c'est long comme ça. Ouais, mais d'abord il découvre. Mais c'est long de gratter un mur. C'est du temps réel. Avec les doigts, avec le verre et tout. Ah ouais, non mais c'est surtout qu'il... T'es pas dans les Avengers, je sais pas quoi. Ah là, ouais. Enfin, je sais pas. Admettons. On n'a pas dit. Mais non, mais c'est surtout qu'il prend le temps justement de découvrir l'espace, découvrir le lieu qui est assez incroyable et les plans sont très beaux. Et je te dis, ça m'a beaucoup fait penser à The House of the Devil de Ty West qu'on avait étudié. Et je me dis que forcément ça a dû l'influencer un petit peu. Après, j'ai parlé de la musique, j'ai dit que j'adorais la musique des Gobelins. Effectivement, en tant que telle, à écouter à part, j'aime beaucoup. Dans le film, à certains moments ça fonctionne, et à d'autres moments je me dis mais ça tue absolument tout le suspense du film. Alors c'est peut-être avec notre regard de 50 ans plus tard. J'ai lu pourquoi, c'était souvent le cas à l'époque, ils l'ont composé sans avoir vu une seule image du film. Complètement. On sait pas de quoi ça parle, on te propose ça tel quel et après tu la mets. C'est ça, c'est des musiques un peu psychées. C'est un peu trop rock. Mais je pense à une scène en particulier, c'est la scène où on voit un enterrement et presque ça. Non, c'est un médium là qui est dans son bureau. Si, il y a Joueur de blues de Michel Jonas sur l'enterrement juif justement. Ça j'ai fait. Bon ok, ça marche moyen. Admettons. Mais donc il regarde l'encadrement de porte et en fait il y a un pantin en animatronics qui s'avance vers lui. Oui, c'est ça. Qui peut être le pantin fait vraiment peur. Et c'est pour ça que de vinyle. Bon. Mais non, mais t'as cette musique rock qui fonctionne assez mal en fait. C'est un peu trop en décalage. Voilà, ça c'est un petit peu les défauts du film. Ça se rattrape par sa mise en scène, par sa photo, par ses idées de mise à mort qui sont assez travaillées. Enfin moi je trouve que c'est la scène de l'ascenseur. La scène de l'ascenseur, elle est géniale. C'est la meilleure, selon moi. La scène du meurtre de la médium avec le Macha Merrill avec le verre cassé, que je trouve plutôt pas mal. Et effectivement, cette scène-là que je trouve assez incroyable. Et puis surtout par son twist final, en fait, qui donne envie de revoir le film depuis le début. Puisque, en fait, la solution était là depuis le début. Et justement, il joue beaucoup de sa mise en scène pour entraîner le regard du spectateur vers un endroit, puisque sa caméra avance. Mais moi, il me semble, en fait, rétrospectivement, que j'ai vu d'entrée ce truc. Peut-être, mais du coup, tu prêtes pas attention. Pourquoi il n'a pas vu ça? Et après, ça m'a échappé. En fait, tout le film est là-dessus. Tout le film est ma mémoire. En fait, tout est dans sa mémoire. Il va avoir des témoins. Il pense que tu l'as pas vu. Et je dois avoir une bonne mémoire alors, parce que. Oui, mais du coup, en fait, ton regard est porté par là où il veut t'emmener. C'est un truc de prestidigitateur. Et tu fais pas attention à tous ces détails-là. Et en fait, il y a une histoire de miroir. Et ça, je trouve que c'est très très malin. Et ça fonctionne plutôt bien. Même si je reconnais un rythme un peu difficile par moment. Dû aussi à ces 50 années passées quand même de... Oui, mais bon, on a vu d'autres films des années 70 qui étaient quand même beaucoup plus punchy, hein. Bullitt, Fast Connection. Souviens-toi de Bullitt, c'était pas si punchy que ça. Bullitt, c'était tranquillos, hein. C'était mais les discussions, c'était au petit trop. Hein. Ouais, mais bon, j'enchaînais du coup.
Giallo, ça fait longtemps que le nom est rentré dans mes oreilles, mais j'avais jamais regardé. Giallo à reculons. Voilà. Oh, Allez. il fait des blagues maintenant. Vas-y, prends mon poste. Et donc ouais, j'avoue que j'y allais quand même Giallo à reculons très clairement. Quelle ne fut pas ma surprise de dire que c'est pas le style que j'aime quoi. Clairement. Ah bon? J'ai pas passé un très bon moment dans ce film. Allez, dis-le là, dis-le. Il est dans mon top 10 des pires films qu'on ait fait avec le podcast. Arrête. Le truc Jackie Chan et les je me suis plus marré. Louis Rego là, je peux Là, pas. en fait, l'histoire, je l'ai pas trouvée intéressante. Pourquoi c'est un pianiste au final qui fait l'enquête? Ils sont où les flics? On les voit un petit peu. Ils sont là, ils sont à côté de la plaque. Ouais. Non, franchement, je trouve le rythme. En fait, moi, c'est le rythme et le jeu d'acteurs qui m'ont vraiment fait sortir du film. La DA, ils sont trop rouges. Enfin, je sais pas, tout est too much et je sais pas, y a rien qui va. Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est à la fin du film où quand il a la révélation, t'as un truc à la Matrix, à l'effet bullet time. Il fait. Vous avez pas remarqué? Non. En fait, il court, il fait un arrêt, il bouge, le pianiste, il s'arrête, et t'as la caméra qui tourne autour de lui. Vous avez pas fait gaffe? Ah oui, mais il a pas arrêté le temps. Non, mais ça fait vraiment effet bullet time quoi. Et, donc, c'est plus Michael Bay là, tu vois. Ouais, mais il y avait vraiment un truc à la Matrix, le truc à saut aussi avec le petit pantin qui avance. Tu sens qu'il y a des petites. Je pense que le film a dû inspirer, oui, effectivement, comme tu dis. C'était un jalon important et ça se sent. Oui. Mais non, j'ai vraiment. Comme je disais tout à l'heure, le super édition DVD chez Wildside. Hop. Le fait qu'il gratte pendant 10 plombes le mur, c'était trop long. T'as du mal avec les longues scènes de bricolage. Ouais, c'est vrai que c'est pas fan des films de bricolage. Pourtant, moi j'aime bien les petites cassettes qu'ils mettaient là dans les rayons à Casto là. Les trucs où tu collais pas de texte. Le mec, voilà. Ça, c'est les trucs qui me plaisent. Il y a un petit peu de ça. Le truc que je sauve, moi, c'est la musique. J'ai adoré la musique. Et je te conseille d'écouter celle de Suspiria aussi. D'accord, bah du coup, ouais, ça j'ai vraiment adoré. Ah, c'est marrant. Ouais. C'est le point fort du film, c'est la musique. Et qui ne correspond pas au film. Ils ont fait des musiques pour des films de cannibales, des choses comme ça aussi. Non, mais vraiment, c'est un super groupe. Donc voilà, mon point fort va à la musique et malheureusement ça sera tout quoi. J'ai vraiment pas aimé quoi. J'ai passé un très mauvais moment. En regardant, je me suis dit il va pas aimer, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. J'ai pris un risque. Oui, non, mais au moins, je peux dire, j'ai vu un Giallo. Exactement. J'ai pas aimé. Du coup, je veux quand même voir Suspiria parce que c'est quand même apparemment un classique. Et je me dis. C'est moins un Giallo qu'un film fantastique. Mais je pense que c'est un film s'il y en a un à voir, ça doit être celui-là. Ah oui. Mais alors là, pour le coup, c'est très criard en termes de photos de couleurs. C'est le oui, mais je pense que c'est pour ça moi je le vois plus comme ça aussi un truc. Une expérience aussi visuelle. C'est artistique. Ouais. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai vu, moi, Suspiria, avant de voir celui-ci pour la première fois. Le truc, c'est que derrière Jeanté, moi je voyais du coup, avec Suspiria, des films chargés de couleurs, et là, celui-ci est beaucoup plus terne. Il est très gris. Bah ouais, alors il y a du rouge évidemment. Moins qu'un autre film qu'on va voir. Moins qu'un autre film, tu vois. Le truc, c'est moi qui aime beaucoup Brian De Palma, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes. Tu l'as dit, Blood, c'est complètement inspiré, mais pas que, parce que Carrie, évidemment, au bal du diable, je trouve qu'il y a dans l'ambiance, et celui qu'on avait fait également, Phantom of the Paradise. On va sur quelques petits côtés outranciers du film, sur les couleurs. Oui, ça s'arrête là-dessus. C'est sur Suspiria, puis parce qu'il partage la même actrice en plus. Donc... Ouais, c'est ça. Et le film, donc celui qu'on a vu, il démarre comme si c'était un film un petit peu surnaturel, alors que rien de surnaturel ne va arriver. Donc ça, c'est un peu la surprise. Je trouve avec la médium qui va faire deviner les choses, et en fait c'est plutôt une bonne surprise de voir que quand il a vu Machin Merrill, il s'est dit on va pas partir là-dessus. Alors l'acteur principal David Demi, je le trouve plutôt bon dans son rôle. Bon, c'est pas transcendant, mais pour le coup il fait bien le taf, et la chose que j'ai aimé moi, c'est globalement la DA, la photo, notamment la référence évidente au peintre Edward Hopper avec le tableau Night House. Donc ça, c'est le bar de nuit, vous savez, qui fait l'angle d'une rue. Exactement. Et où on voit des personnages quasiment immobiles, d'ailleurs, comme sur un tableau au fond. Et ça, c'est super trop l'avoir chez moi. Ah ouais, et c'est retranscrit vraiment au millimètre près. Enfin, c'est vraiment beau. Il s'en sert beaucoup dans le film. Ouais. Et pour le coup, j'ai trouvé plutôt agréable, et la révélation finale aussi. Mais en effet, attention, 2 heures de film, ressenti quasi 3 heures. Non mais c'est vrai, ça semble un peu long. Moi je me suis, sur les films ce soir, je me suis assoupi déjà sur celui-ci, je l'ai vu tout à l'heure. Une demi-heure, je fais oh
Oh, j'ai loupé, donc j'ai dû remettre en arrière, machin. Je vais pas te mentir, je l'ai regardé aussi en après-midi, après manger. J'ai dû repasser quelques passages. Ouais, faut être chaud, faut avoir pris 2-3 cafés et puis vous êtes lancé. Mais c'est intéressant. C'est pas le film de l'année pour moi non plus, mais c'est intéressant de voir ce genre de choses et de voir en plus sur quoi ensuite ça a découlé. Si vous aimez comme moi De Palma, c'est alors finalement je sais pas vraiment qui a inspiré parce que Brian De Palma entre guillemets a commencé sa filmo avant, mais a vraiment changé le curseur quasiment en même temps que Argento. Par rapport à ce que je dis justement, c'est plus qu'ils se sont inspirés du même film d'Antonioni là, donc c'est Blow Up qui est un peu à la base de tout ça. Mais il y a du giallo chez De Palma, donc il est plus inspiré par les réalisateurs italiens que l'inverse. Il est arrivé, il avait commencé sa carrière sur d'autres genres avant de tourner. Je pense que c'est plus inspiré du giallo, mais je me trompe peut-être. Et je vais peut-être dire un gros mot, mais je trouve que derrière Argento, il s'inspire aussi beaucoup. Enfin, c'est une sorte de, je l'ai déjà dit souvent, ça, une sorte de fils spirituel d'Hitchcock. Ah oui, complètement. Dans certains, à certains degrés. Complètement. Il y a du psychose et du vertigo. Oui, complètement. C'est ça. Donc, et pareil, notamment le rôle de la femme et tout, il y a un traitement qui, dans celui-ci, il fait beaucoup penser. Voilà, c'était une bonne surprise, mais on verra après sur les catégories, éventuellement, s'il tire son épingle du jeu. Est-ce qu'on part c'est toi qui passe au film suivant. Moi, je vais vous parler d'un film plus récent. Un film sorti en 2001, film de bus, parce que j'ai découvert dans un bus scolaire, faut savoir, encore une fois. J'avais un super chauffeur de bus, vous pouvez pas savoir. Il avait que des bons films. T'avais des longues routes pour aller à l'école quand même. Mais c'est sans doute un bus pour aller en colo, machin, mais je me souviens de l'avoir vu dans un bus, donc pas forcément les meilleures conditions. Mais il m'avait marqué d'entrée. Il s'agit du film Ali. Donc je suis parti sur de la boxe. Il faut savoir que j'ai failli choisir d'autres films de boxe. Un film dans le futur qui s'appelait Real Steel, avec Hugh Jackman, donc là c'est avec des robots boxeurs. Ça aurait été cool. J'adore ce film. Mais en final, j'ai vu que par bribes et je trouvais pas ça sensationnel. Il l'a jamais vu. Tu l'as jamais vu? Non. Pour moi, c'est un remake déguisé de Over the Top avec Stallone. Mais avec des robots. Avec des robots à la place des camions et des bras de fer. C'est vraiment. Ouais, du coup, c'est un plaisir. Je me rends compte que je l'ai pas vu en entier et le peu que j'en ai vu, c'était pas. Non, mais c'est purement régressif. Vraiment, quand je l'ai vu, j'ai vu plusieurs fois du coup, et en fait la première fois que j'ai eu 10 ans à nouveau quoi. Vraiment, je me revois moi gamin 10 ans à regarder ma cassette de Over the Top et à dire ouais vas-y, tu vois, c'est vraiment. C'est un peu comme les jouets où tu t'appuies et t'as les robots qui avancent. Oui, c'est ça. Oui, clairement, c'est ça. Sauf que tu le diriges avec une télécommande. Mais c'est ça. Donc du coup en fait ils ont fait puissance la Battleship, Transformers, les petits bonhommes comme ça. Il y a un film Yo-Yo qui va sortir. Oh, tu sais, on est à l'abri de rien. Pas un film de rap. Non. Je pensais à un film Yo-Yo. Un film de rap, elle a compris un film d'horreur. Je pensais sur les yo-yo. Non mais le Subutéo. Subutéo, ça pourrait être un bon sujet de film. Ça, je le conseille. Donc Ali, moi j'ai fait aussi Raging Bull. Alors Raging Bull, plus classique. Beaucoup le considèrent comme le meilleur film de Scorsese avec Taxi Driver. Globalement, c'est les deux qu'on va citer naturellement. Et en fait, même si j'adore Scorsese, je crois que c'est le film qui m'emmerde le plus de sa film. Puisque ça c'est centré sur un personnage qui existait, Jack LaMotta, qui est odieux, qui est un mari violent, un pote, un connard de pote. Bref, une merde, un mec pas drôle. Et en fait, c'est un film triste sur un boxeur, sur une légende de la boxe. Mais qui est détestable et je sais pas, il me fout le bourdon ce film. Et sinon j'avais pensé aussi à Casablanca Driver, là un film français sorti en 2004-5 par là, de Maurice Barthélémy avec Maurice Barthélémy, Dieudonné. Peut-être pour ça que je l'ai pas mis dans la sélection. Et c'est un film qui se passe aux États-Unis où Maurice Barthélémy interprète un boxeur américain qui s'appelle Casablanca Driver et son entraîneur dans les années 70. C'est assez barré. Il y a Alain Chabat aussi au cast, Isabelle Nanty qui joue la femme du boxeur. Bref, c'est haut en couleur. Ça, c'est typiquement ta cam, ça, quand même. Ah ouais. Là, si vous avez des films comme genre Narco, qui peuvent être semblés un peu des ovnis à l'époque pour ce genre de film, ça il fait un peu penser encore plus bancal. Tu sens que c'est vraiment fait avec 3 francs 6, mais c'est rigolo. Narco, j'aimerais bien le revoir celui-là. Mais voilà. Mais non, finalement, tu nous fous des giallo, on peut te foutre des films français un peu. De toute façon, maintenant, on peut faire ce qu'on veut avec le nouveau règlement. Avec l'IA, on peut faire ce qu'on veut aussi. Fais attention avec l'IA, parce que tu en uses beaucoup.
Non, donc moi je vais vous parler du coup d'Ali, de Michael Mann. Michael Mann, c'est la 4e fois qu'on l'évoque dans l'émission. On aura quasiment fait toute cette film. Non, on n'a pas tout fait. Est-ce qu'on a fait plus que Joe Dante ou pas? Parce qu'il va falloir que je me rende. on a fait plus que Joe Dante. Parce qu'on a fait Hit, on a fait Collatéral et on a fait Révélation. Ah oui, j'ai oublié Révélation, putain. Révélation qui avait gagné. Son forcing à la grave de Michael Mann. On parle de moi, mais... Non, mais moi je force pas, je parle trop, tu sais, je parle trop jamais. Ouais, grave, oui. On se crête, quoi, doucement, il avance. Je vous en glisse un de temps en temps. Et là, donc, c'est Ali, sorti en 2001, avec un casting évidemment, comme à chaque fois chez Michael Mann, assez riche. Dans le rôle principal donc de Mohamed Ali et Will Smith. Sa femme, Jada Pinkett Smith, Jamie Foxx et sa coupe de cheveux. Et la coupe de cheveux, du coup, la prochaine coupe de cheveux d'Alex d'ici 5-6 ans. Pour ça, je mets le casque, hein, comme ça. Je vous vois rien. Mario Van Peebles, donc on voit souvent dans des gros nanars qui là jouent Malcolm X quand même. Ouais. C'est ouf. Giancarlo Esposito, donc évidemment Breaking Bad, qui joue là le père de Mohamed Ali. Ron Silver. Dans Reversal of Fortune avec Jeremy Irons, très bon film, c'est la seule rêve que j'ai de lui. Et John Voight méconnaissable puisqu'il a décidé de jouer le rôle d'Alain Madelin. Et puisque personne n'avait reconnu. Non, personne l'a reconnu. Colin, à la fin du film, donc ma compagne avec qui j'ai regardé. déjà il fait le journaliste un petit peu complice avec de Ali pour le faire briller D'accord. avec un postiche sur la tête là. Ok. Et d'ailleurs, John Voight, je précise, a été nommé comme Will Smith au meilleur, à l'Oscar du meilleur acteur dans un premier et un second rôle. Okay. C'est les deux seules nominations d'ailleurs qu'a reçu le film. Un 4e rôle quand même, faut. Ouais, en fait c'est juste qu'il est grimé. Imagine quand même, il n'a pas fait grand chose. Alors le film a eu un énorme budget, 107 millions de dollars, et était un four puisque l'on a récupéré que 80. Cela dit, il a fait un peu plus d'1 million d'entrées en France, donc en France ça a été plutôt. Après c'est l'époque où il y a du DVD, donc les bus sont achetés, les compagnies de bus sont achetées. Et après, visiblement les bus ont gâteau à renfloué un petit billet, ont renfloué le film. Attends, il faut citer d'autres marques, Marriott. C'est ça. Juste pas le Buddha. Petit scénar du film. Le film retrace simplement 10 ans de la vie de la légende de la boxe, donc Mohamed Ali, donc de 64, et non pas de 60 c'est son titre olympique, donc 64 son premier titre de champion du monde. Ils en parlent pas du tout de son titre olympique. Ouais. Non, ils se concentrent sur une autre période, donc de 64 à sa victoire donc, contre Sonny Liston, jusqu'au combat mythique au Zaïre de 74, donc The Rumble is the Jungle face à George Foreman. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille le documentaire Oscar de meilleur documentaire 97, When We Were Kings, qui retrace du coup l'histoire de ce combat, de sa préparation avec Mobutu, avec évidemment le haut en couleur Don King, complètement corrompu. Personnage très sympathique. Ouais, spécial. Et dans ce documentaire, donc il y a pas mal de témoignages évidemment des boxeurs de l'époque, ce sont Foreman et Ali. Il y a également Spike Lee et Christophe de Chavannes, évidemment. Non, il y a aussi beaucoup de musiciens parce qu'il était question d'un concert avant le combat, avec notamment B.B. King qui témoigne dans ce documentaire, donc c'est plutôt pas mal. Au départ, le scénar devait proposé donc par Eric Ross. Devait retracer l'intégralité de la vie de Mohamed Ali, donc presque de sa naissance finalement aux années 2000. Michael Mann, jugeant le script indigeste, décide de se reconcentrer donc sur la partie qu'il considère la plus riche en termes de combat et d'engagement du boxeur américain. C'est clair, un moment charnière de sa vie. C'est le plus important, d'autant que sa carrière, comme souvent les boxeurs, c'est une carrière relativement courte, là c'est de 60 à 80, c'est son dernier combat. Et c'est vrai que lui, il est revenu sur le devant de la scène. Alors que normalement il devait arrêter, mais il a continué assez tard la boxe. Ouais, aux autres. Disons que le pinacle, c'est ce fameux combat au Zaïre qu'on voit, qu'on nous narre dans le film. Alors le film, je le trouve visuellement très beau. Ça reprend un peu des esthétiques habituelles de chez Mann, avec une caméra pareil très mobile, le numérique, l'usage du numérique à outrance presque. Et surtout, je trouve que c'est un film qui se Shazam, parce que là. En termes, les titres, alors sur la première partie du film, c'est déjà dans Collatéral, tu sais pas s'il est avant ou après. C'est avant parce que c'est 2001 et en fait il est coincé entre Révélation et Collatéral celui-ci. Mais tu sens qu'il y a un amour pour la musique. Il sait choisir, il sait faire sa VO. Alors là, la première partie du film elle se concentre évidemment sur plutôt de la musique soul, et la deuxième, parce que le film se passe en Afrique sur l'intégralité de la deuxième partie. Là on est plus sur de l'afrobeat avec Salif Keita, donc voilà, c'est Sam Cooke, Salif Keita en gros au programme. Faut juste savoir que les titres qu'on entend dans le film sont des réinterprétations par d'autres artistes des standards de Sam Cooke. Donc on entend Alicia Keys et on entend parfois R. Kelly. Aïe! Ouais. On entend R. Kelly sur plusieurs morceaux. Voilà, petit problème. Alors
le film, je le trouve brillant, moi, c'est notamment pour sa scène d'ouverture, parce qu'il présente d'entrée de jeu, il présente les enjeux sans quasiment une seule ligne de dialogue. C'est intelligent, ça dure 8 minutes, c'est ça démarre sur un concert justement de Sam Cooke, donc qui était aussi un militant. Sam Cooke, c'est le premier artiste soul en fait qui a intégré des textes engagés, parce que c'était surtout consacré à des textes un peu de cul ou de romance. Globalement, c'était un peu les thématiques. Et donc dans le film, dans la scène d'ouverture, on va voir la relation avec la religion, on va voir le père de Ali peindre un dieu qui ne leur ressemble pas, donc finalement ils vont se tourner plutôt vers l'islam notamment. Enfin, bref, il y a plein de petits extraits. Il y a le visage d'Emmett Till, donc ça c'est une histoire importante qui a marqué la vie d'Ali. C'est un gamin qui a été assassiné par 2 blancs, un gamin de 13 ans dans les années 50, et on voit le portrait de ce gamin sur un journal dans un bus séparé en deux avec la partie pour les blancs, la partie pour les hommes et femmes de couleur, sur le journal. Sur la scène d'ouverture toujours. Ouais, sur la avec scène ce d'ouverture. montage alterné à travers différentes époques. Ouais. Et puis mêlé avec évidemment l'entraînement d'Ali. Ouais. Donc là-dessus, le film il vous plonge direct dans le programme, et puis dans les engagements du boxeur. C'est un peu schématique. Et par contre, je trouve qu'en termes de rythme, la première partie est un peu mollassonne et un peu standard. Globalement, ça va être un biopic classique. C'est la deuxième partie qui est beaucoup plus intéressante avec la connexion à l'Afrique, où le film bascule presque dans un peu l'expérimental avec ses ralentis, avec ses courses dans les rues et le côté où on voit un Ali moins showman en fait, moins show-off, plus nature. Et c'est marrant, j'ai trouvé la première partie moins classique. C'est vrai ? Ouais, dans le sens où c'est moins, alors j'en parlerai après, mais c'est moins un biopic classique dans le sens où il va s'intéresser avant tout, surtout sur un film sportif. Il fait beaucoup de bruit parasite. Surtout sur un film sportif, il va beaucoup moins s'intéresser à la performance sportive qu'à l'impact politique du personnage de Mohamed Ali. Et donc, pour un biopic, je trouve que c'est un parti pris qui est intéressant. Et donc, finalement, là où les autres films se seraient intéressés sur le rise d'un personnage, d'un sportif qui va arriver au meilleur niveau, lui il s'en débarrasse tout de suite en disant voilà, c'est le champion du monde. Et puis il va te présenter vraiment l'impact politique de Mohamed Ali et de ses connexions avec, tu l'as dit, les Malcolm X et Nation of Islam. Ouais, Nation of Islam. Donc je trouve finalement, alors que la scène au Zaïre est assez longue, la scène de combat, et là on est beaucoup plus sur un film sportif en fait. Ouais, alors moi sur ce film, tu parles de l'intro que t'as trouvé top. Moi en fait j'ai rien compris. L'intro, je la comprends pas, entrecoupée de passages musicaux. Ali qui est en train de s'entraîner, des images un peu de sa vie, tout ça. Et le film t'embarque sur ce combat. Et en fait, le film. Allez, je vais faire la blague. Le film prend pas de gants. Il te met directement dans un fait. Du coup, j'ai fait pause avec ma femme. On a été sur Wikipédia. Et on a regardé un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que moi je ne connaissais absolument pas l'histoire de c'est là où le film il réussit son coup en fait, vraiment. Et moi non, ça m'a énervé de ne pas savoir. Ouais, mais ça force justement le spectateur à avoir une démarche intellectuelle différente. Et à se renseigner. En même temps, c'est un peu élitiste dans le sens où tu te sens exclu du film si t'as pas les références. Oui, mais c'est pas une note zéro. C'est pas à ce point élitiste. Je suis d'accord. Mais en même temps, tu vois, tu peux le voir dans l'autre sens et te dire bon le film il va me forcer à aller voir qui est Sam Cooke, qui est Malcolm X, Nation of et du coup j'ai dû faire pause après un quart d'heure de film pour aller voir et du coup ok d'accord, donc du coup t'as appris des choses. J'ai appris, du coup c'est très bien, mais le film te laisse quand même vraiment sur le côté au début si t'as pas les rêves quoi. Et la scène sur le qui est quand même assez la scène de son refus d'incorporation pour le Vietnam qui est très forte. Oui. Qui est un peu plus explicite là pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir mais après je vais parler des choses qui donc c'est intro trop longue et puis le film peut te laisser de côté si tu connais pas l'histoire. Il y a quelques scènes aussi trop longues comme tu dis, des trucs un peu peut-être expérimental où il va courir pendant 10 plombes au Zaïre.
Moi, voilà, c'est des chaînes qui. Elle est presque- J'aime beaucoup cette scène. C'est presque métaphysique, c'est Ouais. t'es plus dans. Déjà, le film est quand même Il se rend assez. compte en fait de Le son film est déjà impact. assez long. Oui, de son réel impact en dehors de ses frontières. C'est la Ouais. première fois qu'il va en Afrique. Hein. Ouais. Donc ouais, tu ressens la puissance quoi. Et le film est déjà assez long et assez à rythme. Il y a des trucs qui marchent bien, j'en parlerai après. Mais j'ai trouvé déjà le film assez long et des fois il y a des scènes un peu à rallonger. Et la caméra DV pour faire un effet années 70, je suis désolé, mais ça marche pas du tout. Moi j'ai. Autant sur C'est sa Collatéral. découverte de la caméra numérique. Non mais en fait. oui, j'avoue, Non, mais il a autant découvert sur- Joujou, il a fait. Ouais, trop bien, on peut Autant filmer la sur nuit. Collatéral. La révélation, elle avait fait. Autant Déjà. sur Collatéral, je trouve que ça donne un cachet incroyable au film, mais là sur Ali ça marche pas du tout. Après moi ce que j'ai adoré c'est justement que le film se concentre juste sur une période et se perd pas comme tous les biopics où tu vas faire un truc trop long et l'histoire se dilue. Là je trouve que ça, et puis surtout qu'il y a de quoi faire avec une Un médaille. peu comme dans Bohemian Rhapsody. Oui voilà, non, mais Comment faire C'est pourtant ils ont fait le même pari. Hein. C'est sur une période courte. oui. Et c'est de la merde. Bah, d'ailleurs j'ai vu un petit. Coco avant Chanel. T'as vu le nouveau Ça, putain. le projet de Sam Mendes? Qu'est-ce qu'il veut faire lui Il va faire le film sur les Beatles. Le chanteur Shawn Mendes, pardon. Le mec qui a fait Skyfall. Il va faire un film sur les. Enfin, pas un film, pas deux films, pas trois films, 4 films sur les Beatles qui racontent toute l'histoire des Beatles, mais vu à chaque fois par un des. Et j'ai vu, il y a Beatles Infinity War. Attends un peu. Razor Jones. Ultimatum, ouais. Et ça a l'air incroyable, le casting est ouf. Beatles et, Contagion aussi, j'ai vu sur MDB. Là. Là j'y vais, direct. Mais ça a l'air incroyable. Enfin bref, tout ça pour dire que des biopics où il y en aura. Et voilà, mais je trouve que ça marche bien. Et que la BO est top aussi. Le jeu d'acteur marche très bien. La dynamique des combats, c'est incroyable. Là, pour la coup, la caméra DV, elle sert. Tu sens que les petites caméras. Pas le Moi, premier. j'ai adoré. Ah moi Ah, j'aime pas ça du tout. Moi, j'ai adoré. Le premier, tu sens l'impact des. naze. Ouais. Et le dernier avec la pluie et tout. Enfin, il y a un truc. Une Non, ça dramaturgie oui, folle. mais en Ouais, la fait, dynamique, il en fait fait, des vraiment. scènes où il est avec sa caméra numérique dans le combat, où c'est juste secouer la caméra, j'aime pas, enfin moi je Oui. j'ai pas apprécié du T'es tout. pas fan de Pas- Tekken non. et tout ça. Non, non, la Non, non, shaky pas cam. dans le dernier combat. C'est incroyable le dernier combat. Non, mais il y a certains inserts où Ah, oui. on le voit comme s'il voulait se mettre du point de vue du boxeur et D'autant ça qu'il marche il pas, a les masses. mis Moi, je en trouve que ça face marche très bien, de. A personnellement. priori, J'adore. c'est des légendes qui se racontent tous. Il a mis en face de Will Smith un véritable boxeur à qui il disait C'est là qu'il a pris des débats. ne retire pas tes coups. Mais ça, c'est des légendes. Et ta femme elle a des cheveux courts. Quoi ma femme a les cheveux courts? Elle dit ta mère. Donc c'est parti, évidemment, on connaît la suite. Chris Rock, on a pris plein la ganache. Non, je voulais terminer. En fait, Putain, tu l'as même pas laissé finir. C'est vrai. Ouais, mais moi, après, elle était comme ça un petit peu rapide. C'est juste pour finir là-dessus. Moi, je trouvais intéressant que le film nous présente une autre facette de ce qu'on peut penser de Mohamed Ali, à savoir un sportif grande gueule, inventeur presque du trash talking. Ouais. En fait, on le voit en dehors des scènes où on lui tend un micro, où on le filme. Un mec beaucoup plus en proie au doute. Et donc voilà, c'est plus un personnage médiatique qu'il s'invente. D'ailleurs, il l'invente complètement avec l'aide d'un journaliste, puisque on lui sert des questions qu'il attend pour pouvoir préparer une répartie cinglante et pour un petit peu rentrer dans l'histoire. C'est un jeu médiatique qu'il joue. Et ça, donc, on nous présente comme ça la coulisse, et c'est plutôt pas mal. Et donc, ça fait penser un peu à. C'est une sorte d'Ibrahimovic ou de Cantona, mais avec un cerveau et des vraies convictions, quoi. Cantona est un cerveau quand même. Ouais, super. Et vous vous souvenez, Cantona, lorsqu'il dit venez, on retire tous nos sous des banques. Et il avait raison. Et il se pointe devant un distributeur. Non, mais est-ce qu'on l'attendait? Enfin, bah oui, Eric aussi, on te regarde. Et il leur retire 50 balles. Tu te fous de ma gueule, Eric, t'as 50 balles sur ton compte, toi. Allez. Il a pas la ref. Mais, non, mais c'était scandaleux. Je connais Cantona. Ouais, quand même. Non mais les mouettes, tout ça, moi j'ai compris. Ah ouais, t'as compris. Mais pour moi, c'est Francis Lalanne. Non. Eric Cantona, Je ne te permets aussi pas. bidon que Francis Lalanne. Je ne te permets Et pas. puis s'il est pas content qu'il vienne nous voir. Non, c'est. J'aime bien. Tu sais que j'ai lu son autobiographie, moi Ah ouais, j'ai y un a petit pas trop de truc fautes avec Putain, je voulais l'inviter. Il trash talk comme Mohamed Ah ouais, Ali. comme que ça. voilà. Canto, bidon complet. Fais gaffe. Un match de Ligue des Fais gaffe, Champions. il a Un match de du Ligue des sang Champions. sarde. Il a de son sabre. Ouais. Mais il fait du kung fu comme ma grand-mère. Il se souvient de son coup de pied rotatif contre un vieux monsieur à Crystal Palace. Bah en même temps. Il frappe un vieux ça, monsieur. j'ai la ref. Bon, Voilà. sinon. Eric Cantona, il est en sang par terre. Ouais. T'avais encore des choses à dire Non, le dernier truc, c'est quand même un film très politique aussi.
qui raconte beaucoup de l'histoire des personnes afro aux États-Unis. Et je trouve qu'il le fait extrêmement bien pour Michael Mann, qui, à mon sens, est un homme blanc. Oui. Mais voilà, je trouve que le film est. Et ça, j'ai bien aimé aussi ce parti pris. Après, ça fait partie intégrante de l'histoire de Mohamed Ali, donc forcément, il pouvait. Il le fait, semble-t-il, avec un grand respect et sans s'approprier l'histoire. Il le fait un peu en spectateur. Oui. Il n'y a pas de jugement, il explique les faits, mais. Ce qui est toujours délicat. C'est effectivement la question que je me suis posée en fait en regardant le film. Je me dis, est-ce qu'il a toute légitimité, et en même temps, est-ce que tu es obligé aussi de faire partie de cette communauté pour en parler? Tu ferais jamais de film, enfin ce serait. Bah ouais, non, mais donc je sais pas, mais en tout cas il le fait plutôt bien avec du respect, j'ai l'impression. Maintenant c'est sûr qu'on a un regard de blanc européen, donc c'est un peu compliqué. En général c'est Spike Lee qui est le roi de ces questions, à mon avis il aurait gueulé direct. Je sais pas ce qu'il a pensé du film, on l'a pas posé la question. J'ai pas regardé, mais ça se trouve il a un avis sur tout. J'appelle Spike et je vous tiens encore. Bah, je l'ai sur Insta. C'est vrai. Spike Lee 50. Il nous suit, je crois. Ok, c'est à moi du coup? Oui, on passe aux choses. Non, attends, j'ai pas dit ce que je pensais du film finalement. Je crois que t'avais bien aimé. Parti pour un tunnel. Non, j'ai pas de tunnel. T'as pas dit, c'est Emmanuel Lubezki à la photo, qui est quand même un grand directeur photo qui a travaillé avec Alfonso Cuarón plus tard. Donc le film il se tient très bien. J'ai juste toujours ce problème avec cette caméra numérique qu'il aime tant. Moi c'est un truc qui m'interroge beaucoup. Tu as parlé de Mario Van Peebles, dans le voir dans un vrai rôle, un rôle historique où il joue bien, ça fait plaisir. Je me dis, le mec est passé à côté de sa carrière. Il joue, parce qu'en plus il a du charisme un peu quand même. Mais vraiment quoi. Il joue Malcolm X, il le joue bien. Son premier, justement dans son intro, le premier discours qu'il fait, il est top. Enfin, mais vraiment, donc en voyant ce film, je me dis, mais comment on peut passer à côté de sa carrière? Vraiment, c'est pas le seul. Je veux dire, il y a cet acteur qui jouait dans Titanic, dont j'ai oublié le nom, qui fait. Ouais, Leonardo DiCaprio. Merci. Ça va. C'est le consultant blockbuster. Non, mais voilà, donc je sais plus son nom, mais bref, il a fait que des films vraiment série Z derrière. Il a joué chez Asylum. Billy Zane, exactement. Donc voilà, donc je me dis, bah c'est cool de voir Mario Van Peebles dans un vrai bon rôle. Et il joue vraiment bien. J'ai beaucoup aimé moi la scène d'intro, comme tu l'as dit, avec les montages alternés, qui arrive à poser un contexte avec des plans sans toujours t'expliquer, sans mettre une voix off, sans faire de la... Parce qu'au début il était question qu'il y ait une voix qui dise « ça c'est moi, ça c'est mon père ». Ça et tout ça quoi, tout un décorum incroyable. Ça se fait tellement. Donc, mais comment j'en suis arrivé là? Peux-tu retourner en arrière? Beaucoup de plans serrés, de caméra à l'épaule aussi pour justement ce côté boxe, j'imagine, côté un peu sportif. Film très musical, tu l'as dit, et ça pour le coup, ça marche vraiment Shazamesque. Ah vraiment quoi, j'étais sur Shazam. Trop bien. Et sur le coup, avant qu'il parle, je connaissais pas Sam Cooke. Et donc il se présente ce chanteur là de soul incroyable. Il y a une scène où ils sont dans un club où ils rencontrent une nouvelle fille. C'est la première d'ailleurs qu'ils rencontrent. Et il y a un groupe sur scène de filles, et cette fille qui a une voix incroyable, qui a une gestuelle sur scène absolument folle. Je précise, hein, c'est sans doute l'un de mes chanteurs préférés de all time. C'est vrai. Il a une disco courte parce qu'il est mort assez jeune. Ouais. Mais le nombre de titres et qui ont été des reprises par la suite. Ah non mais vraiment incroyable quoi. Après voilà, c'est vrai qu'on a assez peu de contextualisation, donc on a déjà eu ce débat, mais en même temps ça peut te mettre un peu de côté si t'as pas les références, si t'as pas l'historique, et en même temps ça t'oblige à voir ce travail intellectuel, à aller rechercher l'info. Ouais, mais tu vas au cinéma, tu vas pas dire projectionniste, mets tes pauses, je vais aller sur... Non, mais à la fin du film, tu vas voir en fait. Ouais. Dire, ce personnage-là, tu vois, Malcolm X, oui. On connaît tous le nom de Malcolm X. Est-ce que tout le monde sait? Alex, il connaissait Dr X, mais... C'était différent. Professeur X. Pardon. Professeur X. T'as pas les refs, hein? Non, Dr X, c'est Action Man. C'est vrai, exactement. Donc, autant pour... Exactement. Donc, non, mais je trouve qu'au moins, il a le mérite de faire un truc un peu original, de ne pas prendre le spectateur pour un con. Et puis la poire là qui vient rythmer le... Ouais, complètement. Très bien. Et alors, faut que je dise, le biopic, c'est un genre que je déteste. J'ai peut-être déjà dit, mais... On n'aime pas beaucoup ici. J'ai beaucoup de mal avec le biopic, c'est un truc qui me gonfle en fait.
parce que soit tu rends tout personnage détestable, Donc ça fait fiche Wikipédia. soit c'est les films trop longs parce que tu veux vraiment détailler tout ce qui s'est passé, c'est assez compliqué quoi. On a, j'ai pas noté son nom, on a l'acteur qui joue dans Terminator 2 justement, l'ingénieur de Skynet. Joe Morton. Ouais, excellent acteur qui est là aussi. Et il y a Léon de Rasta Rocket. Suis-je bête? C'est vrai. Et Ted Levine qui jouait Buffalo Bill. Ouais. C'est un acteur fétiche qui jouera plus tard dans Monk et dans La colline à des yeux. C'est ça. Acteur que j'adore. Et dans Rasta Rocket, Léon, je fais oh. Excellent. Léon Robinson. Et oui, exact. Le reste, je l'ai déjà dit. Je trouve que alors la fin est assez longue, le combat est assez long. Ça tranche complètement avec le reste du film. Et puis, c'est suivi par un simple carton qui te dit finalement, il a encore changé de femme. Ça aussi, ce côté, son côté justement rapport avec les femmes, changement d'épouse, ses enfants, etc. C'est un truc qui vient un peu comme un cheveu sur la soupe où on dirait que le réalisateur sait pas trop comment le traiter dans le film. Il le traite à la fin par une blague en disant que c'est un piètre mari, quoi. Il le reconnaît lui-même. Puis, par contre, et là il faut le reconnaître, c'est son côté lui-même est un peu en décalage avec ses propres convictions, puisque la religion musulmane fait que normalement il devrait pas divorcer, etc. Ouais, mais il fait à la carte. Il fait un peu ça, un peu à la carte, mais du coup on a ses propres interrogations par rapport à ce sujet-là, ça c'est intéressant, mais sinon, en fait c'est vraiment un peu rapide à chaque fois, quoi. Il rencontre une fille, hop, il la regarde, on sait qu'il va tomber amoureux, et puis il sera avec elle. Alors on ne sait pas comment ça s'est passé dans la vraie vie, mais voilà, au final il a eu 4 épouses et 9 enfants. Ouais. C'était c'est ce que gros que tard, Mohamed Ali. Putain. Non, voilà. Après, sinon, voilà, le film assume ses partis pris. Pour moi, c'est loin d'être le pire biopic. C'est peut-être un des meilleurs biopics, mais c'est loin d'être le meilleur film de boxe, pour le coup. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que je vous dis, moi, Raging Bull, je vois l'esthétique, je vois le truc. Ouais. Mais je vous dis, le perso m'insupporte au possible. J'ai pas aimé, moi je l'ai vu une fois après, j'ai pas trop aimé. Mais je sais pas, les scènes avec Joe Pesci me font pas rire, elles sont tristes en fait. C'est un film terriblement triste. Ouais. On passe du coup au troisième film. Au troisième et dernier film. Le plus récent. Avant de vous parler de mon film, j'avais comme idée, première, c'était de vous parler du Sommet des Dieux. Je pense que vous aurez peut-être plus adoré. Là, c'est un film, un dessin animé qui parlait d'une recherche d'un homme parti gravir l'Everest. Et sinon, Kaizen. Ouais, c'était avec Inoxtag, c'était ça en fait. Mais ça durait aussi 3 heures et je me suis dit, bon, je sais pas pourquoi vous avez ça. Et l'autre film, c'était aussi un film qui durait à peu près 3 heures, c'était, j'ai pensé à $1 Million Baby. Comme ta femme, ouais, comme par hasard. Oui, les chiens font pas des chats, donc ça marche pas. À moins que tu sois du Pas-de-Calais et que ta mère c'est ta femme, mais c'est pas la bonne expression. Pardon. On va pas savoir ce qui se. Non, on va pas savoir, monsieur. Bref, je vais vous parler d'un genre. Le Sommet des Dieux, il était long aussi? Non, il durait 1h40. Ouais, j'allais dire, c'est un dessin animé, c'est. Ouais, mais je vais vous parler d'un genre que vous adorez. On adore. Les films de super-héros, les films de MCU. C'est pas vrai, t'as pas le dire qu'on aime pas. Moi j'adore, mais pas me prendre pour un con, voilà, c'est ça. J'adore, mais. Donc je vais vous parler de Avengers Infinity War. Donc voilà, film américain réalisé par les frères. Ben non, mais c'est pas grave, tu verras qu'on a fait le taf. On en parlera forcément en partie. Donc film américain réalisé par les frères Russo, sorti en 2018. Alors là, accrochez-vous quand même, il y a pas mal de chiffres. 19e Daniel film. Russo et la Russo. Et René Russo. Et la Russo, ouais. Voilà. Déjà fait. T'as pas écouté cette blague? Non, j'étais focus. 19e film du MCU, 7e film de la 3e phase. Cette première partie du crossover ultime qui doit conclure la saga de l'infinité. Donc écrit par Christopher Marcus et Stephen McFeely qui avait déjà. On est dans la troisième phase saga de l'infinité, c'est ça? Quoi? On est dans la troisième phase / saga de l'infinité. Ouais, c'est ça. Pour finir cette phase. Ouais, c'est bien clair. Ouais. Il y a un schéma. Moi j'ai un schéma dans ma cuisine là, affiché sur le plan de travail là. Donc les deux scénaristes avaient déjà écrit surtout pour les films du monde de Narnia et aussi sur tous les films centrés sur Captain America. Le monde de Narnia, je fais juste un geste comme ça avec le doigt.
Parfait, c'était très bon ça. Donc il s'appuie les deux séries sur la série des comics The Infinite Gauntlet sorti en 91 et sur les comics Infinite sorti en 2013. Bon, je vais pas vous faire toute l'histoire de MCU parce que je sens que je vais être coupé au montage. Le MCU, c'était mieux avant. Faites-ça vous revenir à une chanson qu'avait écrit Alex. C'était fabuleux. Allez-y. Allez-y. Suno. Donc, en gros, pour faire suite, après l'ère d'Ultron, Kevin Feige, le boss du MCU, n'annonce pas un, mais 2 films pour les Avengers. Tant qu'à faire. Histoire de le mort is mort, quoi. Vraiment à l'américaine. Les frères Anthony et Joe Russo qui étaient déjà là sur Captain America Soldat d'hiver et Civil War, réaliseront du coup ces 2 films. D'ailleurs, au début, on sait juste que le premier film s'appelait Infinity War et on savait pas le nom du deuxième. Et en gros, ils voulaient laisser un peu le suspense après la fin de ce qui se passe dans Infinity War. Et quelle originalité! Oui, bah oui. On a pas Endgame pour montrer que c'est vraiment à la fin de. On est vraiment là-dessus sur le titrage. Oui. Ah oui. Pour montrer vraiment la fin d'une ère, la fin de cette ère. Mais qu'est-ce que vont faire les tuches pour leur dernier? On va dire, il y aurait bien un dernier. Endgame. Les tuches Endgame. Demolition. Et ce film, du coup, doit censé réunir tous les super-héros des films précédents, soit plus d'une 50aine d'acteurs. Donc j'ai la liste. Je sais pas si je les fais tous ou si on a une demi-heure là. Pas nécessaire. Bon, en gros, il y a plus connu. Chris Evans qui jouera Captain America, Josh Brolin qui fait Thanos, Robert Downey Jr. Iron Man, Chris Hemsworth qui fait Thor, Mark Ruffalo qui fait Hulk, Scarlett Johansson Black Widow, ou encore Benedict Cumberbatch qui fait Doctor Strange ou Tom Holland pour Spider-Man. Voilà, les principaux. Ouais. Chris Pratt aussi pour Star-Lord. Et bref, toute une autre Vin Diesel pour Groot. Voilà, il y a vraiment du beau monde. Anthony Mackie pour Oiseau Man, qui est à mon avis le super-héros qui a le moins de flow de l'histoire des super-héros. Et lui, il apparaît trop en plus. Oh, respectez-nous là. T'as pas, regarde du coup la série Captain America. Une série Oiseau Man là. Ouais, il y a un film maintenant sur lui. Captain America 4. C'est lui, hein, le nouvel Captain America. Ah oui, c'est vrai. Il le disait à la fin du. Maintenant c'est toi. Quoi, moi le nul? Ouais, c'est toi. Et puis je suis noir. Ça va pas marcher aux États-Unis. Je vais me faire. Je suis Captain America. Je suis plutôt de droite. C'est plutôt manga. On note quand même l'absence de 2 super-héros. Ant-Man, Paul Rudd, qui est coincé dans l'univers quantique. Alors là, pour les fans, moi, je vois votre désespoir. Quantique of Solace. Ou encore Hawkeye, Jeremy Renner. Qui, il n'y a pas Woman Man, Femme Man, Miss Marvel. Brie Larson. Ouais. Captain Marvel. Elle est où? Non, parce qu'elle arrive à la fin de la scène post-générique d'Infinity War. Non, on la voit pas. On voit juste son logo Ouais, sur un vieux téléphone, sur un vieux Nokia. Mais voilà, elle est teasée. Donc forcément qu'elle n'est pas présente parce qu'elle n'était pas encore dans le MCU. Qui était mieux avant. On a déjà fait Captain Marvel, il me semble, dans l'émission. Oui, on l'avait fait, effectivement. Pour les super-héroïnes, ouais. Le tournage du film commence en janvier 2017 et s'étalera sur un peu moins d'1 an. Et c'était le faux titre s'appelait Marilou. Voilà. C'est juste ça m'a fait rire. Tout le monde y a cru. Ils étaient fans de Paul Naref. 50 acteurs ont joué Paul Naref. Et ça, c'est un pari à la I'm Not There que j'attends. Il fait Robert Downey Jr. et Paul Naref. Brie Larson et Paul Naref. Ça sera incroyable. Ça, là, je paie. Je paie mon billet. Ah ouais, bon, c'est ambitieux. Avec un budget de 295 millions de dollars. Attendez, sans compter les tickets resto et tout ça. Hein. Non, mais... Au garrot. Ouais. Le film en rapportera un peu plus de 2 milliards. Qui en fera, encore aujourd'hui, le 5e plus grand succès de l'histoire du cinéma. En comptant l'inflation. Ouais. Pour moi, je vais parler de l'actualité, pour moi, c'est Chine. Là, on est dans le délire. On est là-dedans. Là. C'est de la merde. Voilà. non, mais on va détailler après. Attendez, c'est encore mieux. La suite Endgame qui sortira l'année plus tard, avec un budget de 365 000 dollars. 1000, c'est pas cher. C'est pas cher. Ils auraient dû la voix d'Halloween. Ils sont calés au jour. Mollo, les gars. Truc, quoi. Une maison à la Cessois, c'est le budget de. Et qui rapportera petite maison. 2,6 milliards de dollars. Donc au total, on aura 4,6 milliards de dollars de chiffres. Tu m'étonnes que forcément après ils vont dire on continue. Pour vous donner un indice, c'est un peu plus que Taxi 2 au niveau des résultats. Qui était déjà pas si mal. C'était pas mal, oui, c'est honorable. Ouais. Et du coup ce dernier film Endgame conclut du coup l'arc des Pierres de l'Infinité
sur une saga qui Les quand même pires de l'infinité. les pires de l'infinité, qui se sera étalée sur quand même 11 ans. Et moi, en fait, pour revenir un peu sur le truc, c'est que je trouve ça quand même incroyable d'avoir tenu un truc pendant 11 ans qui était brinque-ballant par moment, mais qui a quand même réussi à... C'était quand même un moment somme de l'histoire du cinéma. C'est là où on l'a vécu. Je suis pas d'accord avec toi en fait, parce qu'ils ont juste pioché dans ce qui existait déjà. Mais ils ont quand même réussi à faire quelque chose qui avait jamais été fait avant. Oui. Un truc qui se tient sur autant de films où tu as une cohérence plus ou moins globale. Après, oui, forcément, tu pourras toujours critiquer, mais je trouve que quand même c'était bien. Voilà. C'est parce que, par exemple, les films de la Hammer, ils ont jamais regroupé tout le monde d'un coup pour faire les Avengers de la Hammer. Ah oui, ils ont fait rencontrer quand même certaines personnes. Oui, t'imagines, Ouais, mais ils ont tu fais pas une osé. team avec Ils ont fait Dracula versus Ils avaient- Frankenstein. la créature Ils ont voulu faire ça du avec lac Marais, noir, Frankenstein, le Dracula et la momie ensemble pour combattre Godzilla, Plus ou le Charlot, plus et puis, Fantomas. Ils l'ont pas fait dans Batman Lego Movie Non. je sais plus. Non, je il sais n'y pas, j'ai pas vu. avait pas les trucs de la mer. De la Universal en fait, c'est C'est vrai que Star Wars, il n'y avait pas tellement de spin-off, mais cela dit, il y en avait un petit peu avec les Ewoks et tout. Tu sais, il y avait déjà des univers parallèles. oui, tirés de la qui même- était passé sur M6 là, Ouais. c'était un peu naze. Bah, quand j'étais gamin, j'adorais. Oh, ouais, Ça- respecte les Ewoks. les Par Ewoks. rapport à ton truc, on va voir. Le retour Ils des avaient Ewoks. beaucoup moins de budget. Eux, ils avaient vraiment 300 000 de budget, d'accord? Bon, ça raconte quoi du coup mon chef-d'œuvre, Est-ce que ça nous intéresse? Thanos a pour objectif de réunir les 6 pierres d'infinité, des artefacts parmi les plus puissants de l'univers, et les utiliser pour détruire la moitié de l'univers. Ainsi, Pourquoi est-il aussi méchant? et restaurer l'ordre des choses. Parce que c'est Thanos. Tous les super-héros du MCU vont alors se liguer contre cette menace. Je sais que vous allez passer mon Et film, comme, mais, comme dirait un spray non, non. désinfectant, est-ce que toi aussi t'es Thanos? Ah ouais, donc c'est lui qui a repris le. Ah oui, oui. Le Aussi bien que les miennes. Le bâton merde, comme on dit. Ouais. Ouais. Connais-je pensais, le film. Mais n'aie pas peur, hein, on va pas Vas-y, forcément le vas-y, défoncer. on va pas te juger. Non, mais moi, c'est des films que j'aime bien parce que il y a toute cette folie ah putain, encore une bagarre un peu plus. Tu vois, un peu comme les Transformers où tu sais que tu vas avoir mal à la tête, mais t'es content parce que t'en as pris plein les yeux et t'y vas pour ça. Et moi, c'est vraiment un truc que je retiens. Après, J'ai vomi moi pour Transformers 2, donc ça marche pas. j'ai mal à la tête pour Transformers 2. Ce que j'attendais de ce film, c'était voir un peu comment ils allaient réussir à se démerder avec autant de personnages pour finir une histoire qui était bigger than life. Quoi. Et vraiment ce truc-là, on te tease Thanos depuis une dizaine d'années. Je pense que mon chien va donner son avis, c'est Ouais. pas te dire. Mais je me suis fait non, mais il a grogné. Il a grogné déjà. Et, Le chat. Le chat dort. mais il n'y a pas de tien dans le film, donc du coup c'est pour ça peut-être qu'il arrive. Mais ouais, c'était vraiment le climax. En 2018, tout le monde parlait que de ce film-là, comment ils allaient réussir, est-ce que ça allait marcher, tout ça. Bon, il y a peu de doute sur le fait que moins les gens allaient le voir. Quoi. Nous on parlait foot, hein. En 2018, on parlait Coupe du Monde. Oui, bah, tu vois. après, chacun ses goûts. Quoi. Mais moi, c'est le côté démesuré, et puis tu vas pour avoir de l'action de super-héros, et ça, je t'en as quand même. Quand t'as la scène où t'as quand même une planète qui va s'écraser à la gueule sur Iron Man, j'ai jamais vu ça au cinéma, et je trouve ça incroyable de la manière dont c'est fait. Après, je trouve que moi, je l'ai ressenti en parallèle avec Ali, c'est que le film commence, et en gros, si t'as pas les rêves, le film te laisse de côté. Quoi. Le film commence sur la fin de Thor Ragnarok. Donc en gros, la planète de Thor Comme ça va, que j'avais vu. Ouais, oui. T'as de la chance. Je l'ai pas vu, je me suis endormi dès le début du film. J'ai pas Donc, vu. Thor Ragnarok, qui est l'un de mes films préférés Marvel, je pense. Ça commence par la planète de Thor a été détruite et Thanos arrive pour récupérer des pierres. Donc le film vraiment commence sur la fin d'un autre film. Et si t'as pas vu le truc, ben t'es dans la merde. Enfin, tu peux être mis de côté. Et puis après, je pense, j'ai essayé de le voir un peu en le revoyant parce que ça fait dans le 3e ou 4e fois que je le vois. De le voir avec un peu un regard extérieur en me disant, ok, si je connais pas les personnages, est-ce que j'arrive quand même à suivre l'histoire ? Globalement, oui, mais il y a plein de petits détails, de petites refs, de liens que tu peux passer à côté. Et ça, je peux comprendre que c'est pas un film que tu peux voir forcément en solo. Il faut quand même que tu aies ce background de tout cet univers. Moi, je me dis, vu que ça a été exponentiel le gain de ces films-là, les gens n'ont pas pu tous les voir. Souvent, les suites, justement, Oui, c'est c'est l'inverse qui se passe.
et un petit peu moins. Dans la vie Terminator 1 et 2, le 2 c'est énorme en termes de box-office, mais souvent les suites c'est un peu déclinant. Les gens perdent un peu le fil, ou s'en branlent à la fin. Surtout au bout de 19 films. Ah ouais. Et là c'est pas du tout le cas. Tu vois, ça va en augmentant. Et après sur ce film-là, un point aussi un peu négatif, c'est que t'as pas au final la grosse baston. T'en as une énorme qui dure quand même 40 minutes à la fin du film, mais t'es un peu déçu parce que tu te dis tu vas avoir une grosse bataille contre Thanos avec tous les super-héros. Au final tu l'as pas vraiment. Elle est divisée en plusieurs endroits et il y a un peu ce côté un peu déceptif. Par contre moi ce que j'adore c'est cette fin, même si tu sais que dans cet univers là elle n'a aucun impact, mais quand tu finis le film et que tu vois que c'est un méchant qui gagne, quelque chose qui est quand même assez rare pour le signaler, ça fait son petit effet. Sur le coup, tu te dis putain, ils ont quand même osé faire ça pour un blockbuster terminé sur ça, mais tu sais que ça va être réduit à néant un an plus tard parce qu'ils vont sortir l'autre film qui va réussir tout le monde. Et ce film aurait gagné en plus encore s'ils n'avaient pas annoncé tout de suite le 2. S'ils avaient vraiment laissé mijoter ce truc-là. Ouais, parce que pour le coup, je l'ai vu au cinéma et très sincèrement, j'avais aucun doute sur le fait qu'ils allaient sortir un truc magique pour régler le problème. Et donc, ça a eu le problème de cet univers. Aucun impact, quoi. Donc, t'as quand même, dans le 2, du coup, parce que vous avez quand même fait votre travail, vous avez regardé Endgame ensuite, t'as quand même des morts définitives, définitives dans la suite. Même aussi dans celui-là, t'as Vision qui décède, mais quand même, mais c'est des personnages mineurs. L'un des moins stylés d'ailleurs, qui n'a même pas eu le droit à un film, à une série. Donc c'est dire le respect qu'on lui porte. Non, le truc c'est pas. Tu dis que c'est rare, mais dans les films de super-héros, c'est bien commun d'avoir un épisode où l'épisode perd, le personnage principal perd. Dans The Dark Knight, il faut bien se souvenir que Batman doit fuir et se faire passer pour le coupable de tous les crimes de Gotham. Donc il y a plein de films de super-héros, même dans Star Wars. Si on prend un peu un univers un peu magique, l'Empire contre-attaque, c'est le modèle, presque le maître étalon dans ce cas de figure-là. Et tu sais qu'après, évidemment, ça va tout va revenir. Dans le 3, Star Wars 3, où c'est Darth Vader qui devient Darth Vader et qui a utilisé l'ordre pour tuer tous les Jedi. Il y a cette méchant qui gagne comme ça, tu peux le voir aussi comme ça. Mais mais là, une telle ampleur, tellement attendue, il fallait quand même. En même temps, je trouve que ça, ce qui marche bien aussi dans ce film-là, c'est que le méchant, il y a une crédibilité. Josh Brolin le joue super bien, je trouve, même si il a un menton en forme de couille. Il a. Le design il est spécial. Il a un truc. Et il n'est pas méchant pour être méchant, il y a un côté un peu écolo dans son message en fait aussi. Ah bah ça je vais y revenir. Mais voilà, je trouve que le méchant fonctionne bien, du coup le film fonctionne bien. Et comme c'est écolo, qu'est-ce qui disait ça, c'est que si tu veux qu'un film marche, il faut que le méchant... C'était pas Hitchcock ou... Bon, j'ai peut-être de la merde. Mais enfin, il y a... Confucius. C'est lui, c'est lui, qui a dit ça. C'est un grand méchant. Non, stop. Non. Bip. Allez, vas-y, passe. C'est à moi. Enchaîne. Moi, je vais. Donc, je l'ai vu au cinéma, forcément, parce que c'est toujours le truc, il faut le voir. On l'a pas vu ensemble ? Non, je l'ai vu avec ma femme. Bah ouais, on est allé en couple à voir les Avengers, donc c'est possible qu'on soit. En tout cas, le premier, c'est sûr, on l'a vu en couple. Donc, je ne sais plus. En tout cas, je l'ai vu au ciné. Comme tu l'as dit, le film il choisit de commencer en plein milieu d'une situation qui est déjà installée, donc en fait si t'as pas vu les trucs avant, t'es complètement mis à l'écart, t'as pas vraiment de point d'entrée narratif ou quoi que ce soit, donc si t'es pas vraiment investi dans l'univers Marvel, t'es sur le carreau. Visuellement, en fait, la photo elle est ultra grise, terne, c'est toujours, t'as l'impression que l'image elle est étouffée. Ah non, sur Titan, c'est orange et rouge. Il faut attendre d'être sur le Wakanda en fait pour avoir de la lumière dans le film. Tu sens que c'est tourné sur fond vert et ça, c'est un truc où tu sens les scènes où ils sont derrière un fond et ça c'est un truc qui emmerde les acteurs. Les combinaisons des héros en CGI, c'est pas, et ça se voit. Ah oui, c'est le film commence à vieillir visuellement. Il y a des passages. Les incrustations de Don Cheadle dans son armure, tu ris. Ou bien Mark Ruffalo dans le Blockbuster. Oui. Non mais c'est un truc, tu vois. Là, alors je suis en train d'écrire le prochain épisode de Atkins le plus, où je parle de Doctor Strange. Et en fait, quand pour le préparer, Sylvain Mirouf-Man, on rappelle. C'est ça exactement. Et pour le préparer, je regarde des interviews, etc. comme d'habitude. Et en fait, tu vois Scott Adkins. Quand on lui parle de Doctor Strange, il fait la promo parce que c'est un gros film, donc il est invité à faire la promo. Et en fait, tu sens qu'il s'est fait chier sur le tournage.
Ouais, j'étais devant un fond vert, quoi. Vraiment, c'est des trucs, ça emmerde les acteurs. Et en fait, tu le vois à l'écran, et puis du coup, ça crée une distance avec ce qui se passe. T'arrives pas à t'imprégner du truc, c'est pas réel, c'est pas palpable. Surtout nous, on aime bien les effets pratiques en plus de manière générale. Donc là, ça marche pas Il n'y de en masse. a pas un seul. Ah non, Si, y a ils rien. ont vraiment pris une planète. Oui, Je crois. c'est le seul truc. C'est le seul truc. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est vrai. L'histoire de. Attention, quand même. Mais T'as non, raison. franchement. Non, à part, et le seul moment où il y a de la lumière, c'est sur le Wakanda. Forever, on rappelle. Sur le ton du film, le film il force énormément sur l'humour. Ça vient désamorcer à chaque fois toute tension dramatique qu'il essaye à peu près de construire. Ouais, mais en plus, c'est des vannes un peu. Faut être dans la connivence. C'est comme si tu étais genre le nouveau conjoint d'une meuf et t'arrives dans un groupe d'amis. C'est Et tu rigoles, mais tu sais pas trop ça, pourquoi. non, mais c'est tous les blagues de la Sogérep, quoi. C'est quand t'arrives, tu veux manger avec des collègues et que t'es le conjoint et que t'es le seul à pas être dans la boîte et c'est un peu l'idée. Et pourtant, ce sont des clins d'œil au public. Mais genre, les gens. Mais Ouais, limite, non, c'est ça. ils joueraient au Kems avec le public, que ce serait le plus mauvais joueur de Kems, quoi, tellement c'est lourd. Pareil aussi, toutes ces refs, le petit a vu Alien, trucs comme ça. Tout le temps des refs. C'est un peu lourdingue. Petit coup de coude. Il y a autre chose qui est lourdingue aussi, c'est Chris Pratt, qui est un acteur que je déteste. Non, ça va. Regarde la galaxie. Ça Là, il est insupportable. Non, moi j'aime bien leur humour avec Thor. Je trouve que là, pour le coup, là, qui c'est qui est la plus grosse, ça fonctionne bien entre les deux. Je pas rigoler. Mais voilà, C'est pas un mal à la tête. chacun son humour. T'as pas rigolé à Quasimodo del Paris, Oui, c'est vrai. t'es pas le maître étalon de C'est l'humour vrai non que je plus. suis pas non plus. Nous aussi, quand on fait un film de genre, et tu rigoles pas dans en tes termes de films. rigolade. Oh, je me marre assez régulièrement. Non, plus globalement, je trouve qu'il y a trop de personnages. Le film, en plus, c'est pas vraiment quoi faire. Il y en a C'est un tellement. Où est Charlie en fait, un petit peu. C'est ça, ouais, c'est je suis là, mais C'est une page de Où est faut le Charlie. caser à un moment donné. On sait pas. On Ouais, sait pas chacun trop doit avoir quoi son faire. moment de gloire, mais des fois tu sens Ouais. que C'est bon, les bah, on petits- va le. En fait, j'ai comparé ça aux petites annonces d'Eli. Tu sais, ça dure 2 minutes et chaque fois il y a une star qui vient se c'est ça. greffer, tu vois. Ouais, Ils ont 2 un minutes petit chacun, en fait. caméo, quoi. Et du coup, c'est assez chiant à suivre, franchement. Tout est artificiel de toute façon, hein, réalisation, écriture, l'interprétation. Robert Downey Jr. il est toujours empêtré dans son personnage. Le film, en fait, il coche une to-do list, hein, vraiment. C'est un cahier des charges. Il faut pas oublier ça. Ouais, donc ça, je l'ai mis, ça, je l'ai mis, ça, je l'ai mis. Et en fait, c'est un film qui a pas vraiment d'âme. La musique qui est saturée de cuivre, qui joue constamment la surenchère, c'est un peu à l'image Voilà, du moi film, j'aime bien, quoi. j'ai Elle un en fait petit trop. frisson quand t'as le main theme qui arrive et qui font la grosse bagarre. Moi, Bah ouais, moi, ça marche. Ça marche bien dans les blind tests. Voilà. Après, tu l'as dit, la grande bataille au Wakanda face contre les créatures. La grande bataille qui est complètement calquée sur celle avec les de Star Wars, la menace fantôme. C'est Avec possible. la sphère, Non, mais en avec les plus, Gungans contre les. en plus, c'est ça la même. ça a pas de C'est la sens. même. Ça n'a pas de sens, le truc qui. Oh, on va ouvrir là pour les. Ouais, non. En fait, c'est aussi ces sortes de monstres, d'où ils sortent, Ouais. pourquoi c'est. Ah, par contre, mon fils, il a adoré le design des monstres. Ils sont trop stylés et tout. Il les a kiffés, les monstres. Donc voilà, en plus, elle est assez mal filmée, hein, faut le dire. Et puis, tu vois, j'ai l'impression que le film il essaye de construire pendant 2 heures l'idée d'un événement d'ampleur historique pour finalement accoucher d'une souris, puisque, comme j'ai dit, pour moi, l'impact dramatique il fonctionne pas du tout. Tout est trop mécanique. Tu sais qu'ils vont trouver un moyen magique pour y remédier, etc. Et le moyen est capillotracté, mais c'est un- maboule. Quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ça, c'est Endgame. Hein. Non, mais c'est Oui, non, mais oui. le Après, endgame, non, on mais- pourrait en faire un roman, hein, tellement c'est un scandale de prendre une bouse pareille. Non, puis ouais, alors la Endgame, on n'en parle pas. Moi, du coup, je l'ai revu parce que mes enfants, j'ai regardé, j'ai Moi, je montré voulais Infinity savoir. War et moi je l'avais déjà vu, mais les enfants ne l'avaient pas vu Ouais. et étaient à fond dedans. Pareil. À la fin, ils ont dit oh, mais ils ont tué la moitié des gens, tout ça. Alors, ça, c'est un truc aussi. En fait, moi, je suis pro Thanos. Je trouve que son idée est géniale. Mais oui, moi aussi, En ouais. fait, à un moment donné, alors ça c'est tout le syndrome Magneto, c'est un bouquin qu'a écrit Benjamin de Bolchevique, où il parle de ça, comme c'est quelqu'un un petit peu à gauche quand même, il se rend compte que tous les méchants ont finalement des idées plutôt de gauche. Et ils ont finalement, et les meilleurs méchants sont ceux qui ont les meilleures intentions. Non, je les commande à Noël par contre. Ça m'intéresse. Oui, non, mais c'est un truc qui va être hyper intéressant. Mais voilà, donc du coup, en fait, j'arrive pas à me dire que Thanos soit si méchant que ça. Donc Thanos, ce serait Staline.
Si on prend ton. Si Sta- c'est un Stanos. méchant de gauche. Non, Sylvester mais Staline. il le dit en fait. Vraiment ça. Le bon, Non, mais lui-même sacrifie des choses qu'il aime pour aider finalement l'univers. C'est-à-dire qu'il va jusqu'à sacrifier sa propre fille, où on sent qu'il a un sentiment d'amour, même si ça reste un mec violent, etc. Mais il va jusqu'à lui-même sacrifier sa propre fille pour accéder à ce dont il a envie, pour pouvoir trouver une solution, certes radicale, à un problème qui est le manque de ressources et la surpopulation de manière générale de l'univers, en se disant, une fois que la moitié de l'humanité, enfin pas de l'humanité, mais de l'univers aura disparu, et ben on aura suffisamment de ressources pour prospérer. Donc en fait, c'est pas comme, tu vois par exemple, justement, j'en parlais de Doctor Strange, le méchant de Doctor Strange, on en a rien à foutre, maître du monde, ta gueule, mes chocolatines, tu vois, c'est le sketch du... Ouais, c'est ça, c'est le sketch du palmacho en fait. Donc là, il a de vraies intentions, mais du coup, j'arrive pas à me mettre du côté des super-héros en me disant, en vrai, il a raison. Il y a un truc qui est dommage aussi, c'est que, ok, ils claquent des doigts, tu les vois qui sont réduits en poussière, mais ils auraient dû aussi montrer l'impact dans tout l'univers ou même sur Terre. Oui. Chose que tu vois un peu dans Endgame au début, mais en gros, tu vois juste l'impact sur 4 super-héros qui partent en fumée. Mais c'est ça en fait, je trouve que c'est dommage. Ils auraient dû vraiment montrer l'ampleur des dégâts que ça a fait. Oui, complètement. Et ça, c'est dommage. Ils ont loupé leur part sur ça. Peut-être avant de passer à la suite, brièvement mon avis. J'aurais 2 trucs à dire. Dans Endgame, les choses intéressantes, c'est qu'il y a des designs, notamment des costumes, les costumes blancs qui ont été réalisés par un Français qui s'appelle Alexis Briclot, qui est illustrateur et qui a proposé énormément de designs pour Marvel. Et donc cocorico, je veux dire pour le coup. Et je voulais conclure finalement mon avis sur Infinity War en disant qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit comment je pourrais résumer ce que je pense du film. En fait, si je me plaçais en tant que judge, j'aurais dit Osef sur 20. Vraiment. Ouais, il est vraiment trop jeune. Il est vraiment beaucoup trop jeune pour nous. Non, mon avis, finalement, c'est un film plus distrayant que je ne pensais quand même. Il est passé plus vite, par exemple, que le film d'Argento. Mais oui, je dois dire qu'en effet, c'est vraiment, comme je disais, c'est une page de Où est Charlie. Et c'est une succession de caméos. Donc, et je trouve que c'est pour des acteurs comme ça qui sont prisonniers un peu de ces comptes. Enfin, prisonniers, c'est des prisonniers restant payés. Mais le truc, c'est qu'on les empêche de faire d'autres films. Vraiment, hein, Robert Downey Jr., pendant 10 ans, il a fait que ça. Il a fait Dr. Dolittle. Non, il a fait Sherlock Holmes. Ouais, mais non, mais pareil. Il aurait pu faire Après, plein c'est d'autres ça films. qui l'a sorti de l'égout. Non, d'abord il y a Zodiac, après il y a Iron Man qui là il met le doigt dans un engrenage entre guillemets dangereux parce qu'il n'en sortira plus après quasiment 15 D'ailleurs, ans. maintenant il reviendra même. Il est censé être mort, mais il va revenir. Docteur Doom, c'est ça. Mais je trouve que c'est de la confiture au cochon quand même, de donner autant d'acteurs comme ça, aussi peu de temps, aussi rien à grailler en fait. Au niveau des rôles, Mark Ruffalo que j'adore moi. Qui cantonnait à faire le gogol en fait dans tout le film. Celui-ci, oui. L'arc de Hulk devient vraiment naze pour ça. Et donc c'est dommage qu'ils sont trop nombreux, il aurait fallu se recentrer sur plus de choses. Et surtout il y a un truc qui m'agace, mais ça c'est un peu plus trivial, c'est l'histoire du gant en fait. Ils sont 6 à essayer de lui retirer son putain de gant. Il leur faut 5 minutes dans l'épisode suivant pour lui couper la main. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'il aurait fallu faire depuis le début. Je sais pas. Ça, cette introduction du film suivant. Et le début du endgame, je fais oh mais c'est agaçant quand même. Ah ouais. Il cherche à nous rendre fous. Et le film est assez vain parce que en effet c'est annulé tout de suite par le film suivant. Donc c'est ça qui est dommage, ouais. Mais moi, pour finir, ça reste quand même un divertissement, c'est une attraction Disney quoi. C'est ça, mais le truc c'est un peu long. Tu l'as dit, c'est Disney et c'est tout ce que je déteste. Visuellement en fait tout est perdu dans un univers comme ça trop grand et les règles sont très bizarres. Tu vois, les gens n'ont pas de poids sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils prennent dans la gueule. Et on sent qu'ils nagent dans un décor qui est impalpable. Donc c'est pas du Nolan. Par exemple, Nolan, t'as un impact qui est très réel avec les explosions qui sont faites en vrai, un hôpital qui explose, par exemple pour le film de The Dark Knight. Ouais. Tu sens que c'est vrai. Et ça change tout. Je trouve qu'il y a un vrai écart quoi. Il y a un vrai écart de niveau. Je comprends vos critiques, je suis tout à fait d'accord, mais je me suis quand même bien marré. Regarde, tu as montré à tes gosses, ils ont kiffé. Les miens ont adoré. C'est un divertissement. Et j'ai voulu voir la suite. Il y a quand même, tu prends du plaisir un peu régressif à voir des explosions. Et je reprécise Gardiens de la Galaxie, moi qui aime bien cette série de films, leur arrivée et leur scène,
C'est vraiment les seuls trucs qui m'ont donné la banane. Parce qu'en fait, j'aimerais que ce soit fait toujours comme ça, avec de la légèreté. Parce que là, ils se prennent trop au sérieux, les gars. D'autant qu'en plus, c'est par leur suffisance qu'arrive la fin du monde. Et d'ailleurs, dans Endgame, ils n'ont jamais compris leur problème. C'est leur suffisance. Et ils continuent, les mains en haut du guidon, on se la pète et tout. Et modestie, les mecs, vous avez fait tuer la moitié de l'univers. Merde. C'est tout ce que le premier Avengers avait réussi, en fait. Je l'ai jamais vu. Un peu de dose d'humour, ce qu'il faut d'humour, ce qu'il faut de nombre de personnages et à réussir à iconiser ces personnages. Là, en fait, ils le font tellement que du coup on n'y croit pas. C'est ça. Et c'est vraiment dommage. Et tu le vois d'ailleurs dans le montage, tu sens que, un peu comme ils avaient fait pour Spider-Man aussi, c'est quand à l'arrivée de Captain America notamment. Il arrive et t'as juste un plan qui dure sur lui parce que tu sais que les gens dans le public ils vont faire ouais. Tu vois, il y a vraiment ce truc. Ok, ils ont eu leurs 3 secondes pour faire ouais, maintenant c'est bon. C'est exactement ce que j'ai pensé lorsque j'ai vu le film. Il est parfait pour les salles, mais les salles des avant-premières, des gens qui ont fait du camping devant le ciné, oui, c'est ça, qui sont en sang pour le film. Comic-Con. Ouais. Comme tu dis, du coup, c'est tellement appuyé sur l'imagerie iconique du personnage que ça en devient ridicule en fait. Ça devient un gimmick qui est. Mais je trouve que pour tous les personnages, ils ont parfois une sorte d'ouverture comme ça. Et moi j'aime pas du tout le style de Robert Downey Jr. dans tous les films comme ça, avec cette imitation de Florent Pagny, pas ouf. Est-ce qu'il y a Sylvain Miro, Florent Pagny, sacrée référence. Voilà. Ok, Il est maintenant l'heure de les faire se confronter avec des gants. Avec des gants. Jingle. C'est parti, let's fight. Première catégorie, c'est chaque fois celle-ci, c'est le scénario. On ne peut pas voter pour son film. Toujours, c'est la nouvelle règle, on ne peut pas voter pour le film qu'on a sélectionné. Qui veut commencer pour le meilleur scénario selon vous? Moi je veux bien, ça va être simple. Clairement, ce sera Ali parce que il a l'intelligence de ne pas faire un biopic classique. Et donc de récupérer des faits existants pour en faire des enjeux, les enjeux qu'il veut montrer en fait. Et donc ça c'est un travail derrière justement de réécriture et de ne pas faire, comme tu l'as dit, un déroulé Wikipédia sur la vie d'un sportif. Et il le fait plutôt bien. Sur Infinity War en fait l'histoire, je suis les scènes d'action et tous les personnages qui arrivent. Et en fait, il y a tellement de monde que t'as pas le temps de les laisser s'exprimer. Et ça n'a assez peu d'intérêt, quoi. Ok. Moi, entre les frissons de l'angoisse et Ali, je vais partir sur Ali. Frissons de l'angoisse, en fait, je me suis pas attaché au personnage. L'histoire m'intéressait pas. Je me suis ennuyé. Sur Ali, j'ai eu du mal à mettre dedans parce qu'effectivement le film t'aide pas. Mais en fait, c'était très intéressant de connaître cette histoire-là qui, moi, était vraiment novice sur Mohamed Ali. Et du coup, j'ai appris plein de choses. Donc, intellectuellement parlant, j'ai appris plein de trucs. Donc, du coup, forcément, je peux mettre mon point que à Ali. Et mon point dans la gueule. Moi en scénar, je vais pas aller sur Infinity War. C'est comme une fête où il y a trop de potes. Et donc tu te dis à la fin, putain merde, j'ai pas pu parler avec. Putain, il y avait Thierry, putain, il y avait Sandrine et tout. Merde, chier, j'ai parlé 2 minutes avec eux. T'es dans un truc de Patrick Bruel, toi. Et toi, Sandrine, qu'est-ce que tu deviens? T'as pas mangé, t'as 3 gamins. Et donc évidemment je vais partir sur le film de j'allais dire San Severino mais non, Dario Argento. Rien à voir. Oui, parce que moi j'aime beaucoup en effet le truc que tu fais ta propre enquête. Alors ça tient beaucoup au visuel et à la réelle, mais néanmoins il y a un peu un jeu de piste que tu mènes toi-même. Et puis le dénouement, voilà. Je trouve pas forcément toujours habile les dialogues et quelques scénettes, surtout sur la version longue que j'ai vue. En fait, c'est la version trop longue qu'on a vue, c'est pas la version. mais sinon, c'est plutôt intéressant. Et moi, je me suis pas emmerdé dans cette enquête, quoi.
Bah enchaîne sur la réal. Et donc sur la réal, pour moi la réal la plus béton, donc entre le film de Dario Argento et le film de Daniel Russo et de la Russo. René Russo. C'est Argento parce qu'il porte vraiment sa patte. Russo c'est du full CGI, donc il n'y a aucune identité, c'est impersonnel au possible. Donc là, même si parfois c'est de mauvais goût, et même si c'est pas forcément le plus... pour représenter le mouvement de giallo, c'est pas celui qu'on présenterait en premier. Mais en tout cas, il porte la patte de son réal, et c'est rien que pour ça, c'est mon point d'envie à lui. Ok. Alex. Moi, pour la réalisation, je parlerai surtout de la musique que j'ai bien aimée. Mais après, j'ai trouvé ça. Effectivement, tu dis il y a une patte et tout ça, mais moi, j'ai pas accroché. J'y arrive pas. Par contre, sur Ali, le style Michael Mann, même s'il y a la caméra DV, des fois qui est un peu abusé sur certains. La caméra DV, attention, c'est pas non plus la caméra de mariage de nos oncles. Mais il y a une scène moi, qui m'a marqué dans ce film et qui me reste en tête. C'est que ouais, il est sur un toit en train de s'entraîner ou je sais pas. Il y a des explosions. Et ouais. Et en fait, et quand il court aussi, des fois, il y a la voiture de flic qui passe au début du film. La menace policière. Tu sens vraiment ce grain typique de cette caméra DV de nuit. C'est vraiment un côté collatéral, mais du coup, qui marche pas, comme je disais tout à l'heure, pour filmer les années 70. Mais par contre, moi j'ai adoré surtout, c'est sur les combats que j'ai trouvé très impactants. Et ça marche très très bien. Et même si le film est long, je me suis quand même moins fait chier que devant les frictions d'angoisse, donc allez. On sent presque la texture du gant à l'écran. Ouais, c'est ça. Tu sens le cuir. C'est pour remettre le mot gant. On parle de gant toujours. Oui, oui. D'ailleurs, il y aura une catégorie bonus. Le plus beau gant. Moi j'ai le choix entre Infinity War et Ali. Je l'ai dit, moi je trouve qu'Infinity War est gris et rien, il n'y a pas d'idée de mise en scène. Pour le coup, si on avait encore pu voter... Il y a 6 couleurs, il y a du vert, du orange, du rouge. Si on avait pu voter pour nos films, j'aurais choisi le Argento parce que je le trouve vraiment sa mise en scène. Non mais sa mise en scène... Apprenons quelque chose qu'on ne sait pas. On peut lui reprocher beaucoup de choses. Sa mise en scène est assez incroyable. Mais là, en l'occurrence, il y a beaucoup plus de talent dans Ali, que ce soit à la photo, à la réalisation, beaucoup plus d'idées et de prise de risque. Il y a une œuvre en fait et un produit. C'est ce qui fait. Oh la punch. Ouais, non mais vraiment, je pense que si on doit un peu définir les deux, c'est vraiment ça quoi. Donc clairement, mon point va à Ali. C'est un peu le Malcolm X de l'émission, il y a toujours une punch comme ça qui arrive. Ouais. Alex, c'est toi qui vas dire pour le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur, Ali. Tu n'auras aucun point. Pour les cheveux de Jamie Foxx. Pour les cheveux, quelle coupe. Et pour le cosplay de même Alain si... Madelin. Et tu vois, en fait, tu dis comment il est devenu un peu Will Smith. En fait, le personnage lui correspond très bien. Un peu. Ah, mais sacré droite. Hein? Mais sacrée droite. Non, mais il y a des fois un peu antipathique, je sais pas, il y a un truc qui se dégage un peu des fois de. T'as pas envie de l'aimer sur certains trucs. Pourtant, je trouve qu'il s'efface bien au profit du perso. Ouais, et pour je trouve que pour un biopic, ils ne le rendent pas non plus détestable en fait. Ouais, mais il y a des moments où tu fais t'as vraiment ce truc de pas trop parti pris quoi. Il est comme il est avec ses défauts et ses qualités. Et mais il n'y a pas que même si Will Smith, je trouve que c'est une vraie performance qu'il a fait, il joue très très bien. T'oublies que c'est Will Smith, je trouve. Ça marche bien. Et puis la galerie de, comme vous avez parlé tout à l'heure, de tous les second rôles qui fonctionnent aussi. À part Jada Pinkett Smith, là, je n'aime pas cette personne-là. Ouais, mais en tout cas, lui, il l'aime beaucoup et ça se voit. Parce qu'il la met beaucoup en avant. Mais voilà, donc. Je pense qu'il a dû l'imposer d'ailleurs, comme souvent. Oui. Non, c'est elle qui a dû s'imposer en disant tu fais ça, sinon t'as pas de sexe pendant 3 mois. Un truc comme ça. Oui, il y a des bails un peu comme ça dans la famille Smith. Donc voilà, c'est Ali. Le prince Ali. Oui, c'est bien lui, Ali Ababa. Voilà. Ah oui, donc voilà. Tu parlais de Shane, donc maintenant Alibaba. Moi, je suis l'acteur. AliExpress. Oui, je suis l'acteur. Ouais. Toi. Très difficile parce que le film, je l'ai vu de Dario Argento, je l'ai vu dans des conditions qu'on connaît, avec des doublages, avec des acteurs italiens qui sont parfois à la frontière de l'amateurisme contre un acteur anglais qui est très fort, David Hemmings.
Mais il y a Daria Nicolodi joue bien. Macha Merrill, ça va pas du Elle joue tout. pas bien. Macha Merrill. Vraiment pas bien. Et donc, Ça va, elle joue pas non plus tout. Non, elle joue que le début du film. par défaut, parce que c'est très scolaire ce que nous présentent les Avengers, mais c'est pro. Voilà, ça balance son texte, son Tu vas perso. mettre un point à Infinity War, c'est le premier. Steven Mirouf, là, il fait bien les mouvements avec ses mains et tout. Il est fort, il est Cumberbatch. fort, il est fort. C'est un ami Roofman, il est fort et tout. Et donc ouais, pour moi, le point revient par défaut au casting d'Avengers. Et puis en plus, j'aime bien Don Cheadle, Mark Ruffalo, tout ça. C'est des bons gars. Ça s'entend. Méga sûr. C'est méga sûr, c'est méga sûr. Moi, il n'y a pas photo. Ce sera Ali. Il y a de vraies performances d'acteurs. Les autres sont sur un fond vert et n'en ont rien à foutre. Clairement. Et je déteste Chris Pratt. Je sais pas si je l'ai assez dit. Que deux fois. Que deux fois. Donc, non, en tout cas, dans ce rôle-là, je trouve assez antipathique. Mais voilà. Donc, on va. Je préfère dans Jurassic World. Non plus. Non plus. J'avoue, en fait, je ne veux pas le voir au cinéma. Je préfère dans Parks and Rec. Dans les stratèges. Non, mais dans les Il était stratèges. gros et pas. Ouais, Dans le c'était bien stratège quand où il est était en gros. manque de confiance. Il est génial dans celui-là. Il est bien dans le stratège, effectivement, dans Moneyball. J'ai pas vu le stratège. Bah si, on l'a traité dans l'émission. T'étais avec nous. c'est vrai, putain, Avec Brad Pitt. Qui Je mange confonds tout avec le le temps. stagiaire. Le nouveau stagiaire avec De Niro. Ah non, mais- C'est pas pareil. Non, je l'ai pas vu, mais t'étais là. Donc, à un moment donné... C'était un avatar qui C'est ça, en fait, il a mytho depuis le début. Je regarde jamais les films. Il va sur le chat, il dit c'est quoi le film, dis-moi. Ouais. Et donc, la catégorie bonus qu'on a inventée, là. C'était ça le plus beau gant. Le plus beau gant. Quel est le plus beau gant? Ah putain, moi je peux pas voter pour mon film. Le plus beau gant, moi entre les gants de boxe ou un gant de cuir, je vais mettre un point pour quand même les frissons de l'angoisse. Ah, bah quand même. Parce que je trouve qu'il est plus mis en valeur. Il y a des scènes où on voit juste le gant. Et le bruit. Et oui, le bruit. Le zip avec le cuir qu'on entend crisser. Là. Que sur. Ça reste des gants de boxe. Et voilà. J'aime pas les gants de boxe. Les gants de boxe. Pierrot. Moi, c'est le gant le plus fou. Puisqu'il y a des pieds incrustés dedans. Et ça fait la diff, parce que là, des gants de cuir, tout le monde en a eu une fois dans sa vie. Moi, j'ai jamais eu des gants qui peuvent annihiler un demi-univers entier. Donc, je parle là-dessus. Si j'avais pu voter pour mon film, évidemment, ça aurait été Ali, puisque c'est pas seulement des gants pour le combattre sur le ring, mais bien sûr en dehors. Voilà, c'est. Ouais. Ok, mais ça. Ah, c'est incroyable. J'ai oublié de te mettre à la caméra a priori quand mais moi je vais mettre le gant avec les gros diams effectivement en termes Bling de bling. il se voit quoi j'ai envie de te dire plus qu'un vieux gant de boxe des années 70 quoi. De bien puer la transe. Ah ouais Oh, mais c'est-à-dire de bien puer la transe, le gant de Thanos. oui de j'en Josh ai Brolin. jamais donc ouais c'est de la transe Tu dois se les d'extraterrestre bras avec, tu vois. Mais c'est normal, allez. c'est normal, il va se coincer les poils dedans déjà. Parce que tu sais, il y a des crans et tout. Donc... chaque terre a un pouvoir, peut-être qu'il y a une sensation différente à chaque fois. Voilà, il est tard. Hein. Donc, Et peut-être qu'il a un petit chibrax, peut-être qu'il fait comme ça avec ses doigts. on en revient à la saison 27 C'est et des 28 de suggestions. South Park. La pince à épiler. Bon, tout ça pour dire que finalement, c'est Ali qui remporte. Quelle surprise! Oh, encore un film de Michael Mann! Ouais, arrête quoi. Ouais, toi, il est intouchable. Ça fait partie des GOAT. Ouais, c'est pas le meilleur Encore Michael Mann qu'on ait fait. Non, c'est pas le meilleur. Ah oui, c'est quoi pour vous le meilleur? C'est Hit. Non, moi, c'est collatéral. Ouais, pour moi, J'adore c'est ce film, j'adore cette ambiance. Hit, Révélation. et Révélation et Collatéral. Dans cet ordre-là. Et Ali en 4. Révélation Hit ou Hit Révélation Révélation, Collatéral Ali. il n'y a pas le truc action incroyable Ouais, c'est vrai. dans Révélation. C'est vrai, mais c'est tellement enfoncer une porte ouverte que de dire que Hit c'est bien. Ouais, tu voulais faire l'original, tu voulais faire Ouais, c'est ça. le petit Non, mal. en fait, je vous dis ça parce que ce sera pas Marocco, mais j'ai regardé Combini avec Aurel San et David Tomaszewski, le coréal de Yoroi. Et du coup, j'ai pas trouvé le David Tomaszewski intéressant en fait. Il voit des films que tout le monde a déjà vus, il dit ouais, ça c'est super, je pourrais pas expliquer pourquoi c'est super. Et t'as Aurel San qui dit derrière ouais, si, je pense qu'on pourrait l'expliquer. Il y a quand même des choses qui font que. Et lui, ouais, donc Hit, c'est vraiment le meilleur film. Bah oui, mais en fait, c'est tout le monde a les mêmes films. Et lui, c'est quasiment que ça, à part des films d'animation à un moment donné. Mais voilà, je trouvais que c'était un peu. C'est marrant, il y a une vidéo de Régis le Gorilla, donc il y a un youtubeur lillois qui parle de ça. Du fait que tout le monde a des top listes qu'on demande aux acteurs.
ils ont tous les mêmes. Enfin, on a globalement tous les mêmes. Oui. Il n'y aura jamais Parce un mec que qui va dire. Alors que moi, je suis un petit malin. Casino de Paris, s'il n'y a personne qui l'a mis dans son top 10, le reste à enquête non plus. Voilà. Ouais. Donc, C'est vrai, t'as cet avantage. Mais j'ai vu, c'était un truc parce que c'est les films les plus connus et du coup forcément les plus vus et tout le monde va mettre du Pulp Fiction dans sa liste ou Du Tarantino, du Scorsese, ouais, non, c'est vrai. en même temps ils ont fait des bons films. Alors que moi, je l'ai pas dans ma liste. Ouais, mais toi t'es bizarre aussi. Par contre, tu vas retrouver du Spielberg, des trucs très simples. Hein. Joe Dante. dedans, il y a plusieurs occurrences dans la liste de. Ça revient souvent. Bon, du coup, notre vainqueur, Ali. Notre vainqueur est Ali. Et ben, ce qui me fait très plaisir. Ça te fait beaucoup plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir. Je ne sais plus, on passe au. On fait les recos et ensuite on fait le tirage au sort. Restez bien avec nous. On va tirer au sort, la pression monte là. Déjà, vous saurez le thème évidemment de l'épisode suivant. Donc on passe tout de suite au recours. À chaque fois, je vais faire des montages sur le générique. Et c'est les recos. Tu devrais le laisser, c'est marrant. C'est chiant. Je veux bien commencer. Oui, il a des recos pour une fois. Non, mais ça va être. T'as de la chance parce que Déjà, j'ai regardé un quart d'heure d'enfant phare. Insupportable, j'ai arrêté. Un quart d'heure de Enfant phare. Ah oui, d'accord. Ok. Là, c'est. J'ai beaucoup de mal avec cet acteur. Planète cliché des luttes sociales. Moi, j'ai tenu une demi-heure. Ok. Et c'est de la merde. Et donc après. Il n'y a pas Vincent Lindon, c'est pour ça, du coup, c'est moins bien. C'est beaucoup moins bien sans Vincent Lindon. Non, mais c'est là. Ouais, on a été séparés à la naissance. Moi, je joue dans un vieil orchestre de merde sur la côte. Et moi, je joue dans les chef tuches. d'orchestre. Alors, ensuite, j'ai regardé The Lost Bus avec Matthew McConaughey. Ça m'a fait penser à un film de Kosinski un petit peu. Only the Brave. I did ça. Et le truc, c'est que là, c'est un chauffeur de bus. Moi, j'aime bien les chauffeurs de bus, sauf que les amis dans film. En fait, c'est thématique. On aurait dû faire une thématique chauffeur de bus. Il fait OK, il y a du feu pas. En fait, c'est juste un chauffeur de bus qui choisit des films. qui est chassé. Qui va à la médiathèque avant. Qu'est-ce que je vais leur mettre aux enfants? C'est pas Only the Bus, ça s'appelle The Lost Bus. Ouais, c'est en Californie, il y a un incendie terrible et c'est un chauffeur de bus scolaire qui va se tirer d'une histoire vraie, encore une fois, qui essaie de sortir du coup d'une forêt enflammée. Et en même temps, en effet, il dit les enfants, j'ai plus que sauver Willy 2 et danse avec les loups. Donc, mais sinon, c'était un film plutôt haletant avec un Matthew McConaughey qu'on va retrouver, j'ai retrouvé un peu des performances qu'on avait vues dans le mode de Jeff Nichols. Oui, pas à ce point-là. Il n'a pas un harmonica non plus. Qu'est-ce que tu fais là? Là, c'est plus quand il est dans la série True Detective. Ouais, dans le il y a un peu où il prend l'accent texan et tout. Mais le film était plutôt chouette. Si vous avez aimé, c'est sur Canal, sur Canal Play. Apple TV, non? Pardon? C'est sur Apple TV, non? Bah écoute, oui, c'est Apple TV, donc via Canal, c'est joué. Et dernière chose, c'est la série The Leftovers. Alors, j'ai pas tout regardé. The Leftovers, c'est pour rebondir justement sur le film. Oui, c'est avec Justin Theroux, c'est sorti il y a quoi, peut-être quasiment 10 ans en fait, je pense, la première saison. Mais c'est une série qui a marqué beaucoup de gens. Beaucoup de gens la considèrent comme la meilleure série de tous les temps. Parce que c'est justement une série où on va pas chercher une récompense. Parfois, il y a beaucoup de questions qui vont rester en suspens même à la fin. Et ça, tu le sais. Ça, en gros, tu n'auras pas toutes les réponses, mais c'est pas ça que tu es venu chercher. Et en fait, c'est par rapport au phénomène de disparition. Parce qu'en gros, dans Leftovers, il est question de disparition mystérieuse, des gens volatilisés. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et est-ce surnaturel? Mais justement, c'est pour rebondir sur le film. Parce que c'est le meilleur traitement qu'il existe de la disparition et sur ce qu'elle provoque en fait chez les gens qui les aiment. Et t'as pas forcément une explication bidon et des mecs se réunissent, c'est bon, on va remonter le temps pour. Il y a pas tout ça. Et c'est super bien interprété. Justin Theroux qui est notamment acteur aussi, mais scénariste de Zoolander, mais là qui est vraiment dans un autre cadre. Qui a chaque fois, je dis ça pour les gens qui aiment ça, il est beaucoup de plans torse nu parce qu'il est plutôt beau gosse le gars. Je le confonds tout le temps avec l'ancien premier ministre canadien. Justin Trudeau. Non, mais très bonne série. Colline l'a vue en entier, elle s'est régalée. Et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui la nomment parmi les meilleures séries de tous les temps. Ça fait longtemps que je l'avais mis dans ma liste de regarder. C'est combien de saisons? Il y a 5 ou 6 saisons, 5 saisons, et puis il n'y a pas beaucoup d'épisodes par saison. Ça va assez vite. Ça va assez vite. Faudrait peut-être que je m'y mette un jour.
Peut-être. Voilà, c'est tout. As-tu des recours? J'ai pas de recours. Du coup, je peux pas de faire un. recours. Du coup, je vais vous recommander d'écouter. Pour rebondir sur notre épisode d'Halloween, on le savait puisque Véro nous en avait parlé, mais elle a fait un épisode avec Capture Mag, Monster Squad, avec Marie Casabonne sur la saga Halloween. L'épisode dure 4h14, puisqu'il y a 13 films à traiter, et en fait, c'est passionnant. Alors, comme à son habitude, Stéphane Moïsakis, qui est là aussi, parle beaucoup, mais vraiment, moi j'aime bien quand on fait des intégrales. 4h14. Ouais. Et là, il passe les 13 films Halloween vraiment à la moulinette. Et donc, moi, j'aime bien quand on va au fond des choses. Donc, pour le coup, c'est vraiment Je vais intéressant. rebondir sur ta reco du coup qui dure 4h14. Moi j'en ai une qui dure 3h13. Ah oui. Ouais. C'est une vidéo. Vous aimez bien les vidéos style Feu Norman, mais ou Cyprien tout ça, sur les profs. Et du coup, je vous propose une vidéo sur la chaîne Chaise, comme une chaise, sur YouTube, où c'est Pastor, donc Lucas Pastor, un comédien qui fait une sorte de podcast comme on faisait à l'époque sur les profs. Et il en traite un certain nombre, et ça dure 3h13. Voilà. Il y a à peu près 600 profs différents. Voilà, 624 Non, profs. mais qui regarde ça justement Nous. Énormément de monde. Et je te jure que c'est un carton de fou. Et c'est incroyablement drôle parce que ce personnage, Lucas Pastor, a un timing comique. Il mérite d'être. La connu. démarche extrême est déjà en elle-même drôle. Ouais, c'est. Regarde. Tu grignotes. Mais regarde, Pas tout d'un coup, c'est impossible. mais c'est très drôle. Donc c'est Chaise. Ok. Même je te conseille Chaise en général, ou l'Instagram de Pastor. C'est Pastor, ouais. Pastor, ouais. Et sinon, j'ai une autre reco vite fait, c'est un CD que. Un CD. Oui, un CD. Un disque. Un disque musical. Last Dinner Party. Un groupe américain de 5 ou 6 femmes. C'est les recos qu'a fait Antoine aussi Voilà. sur son Insta. Ok. Mais c'est grâce à lui d'ailleurs, je voulais le remercier de m'avoir fait. On va l'inviter d'ailleurs. Et d'ailleurs, on n'invitera plus l'autre Alex, je tiens à le dire, qui nous a planté 2 jours avant le. Voilà. Tu le dis en petite dédicace. La porte est toujours ouverte, il nous arrêtez, faut pas dire ça. Non, je l'ai banni. Donc Antoine d'Instant Ciné. Il est bien, Antoine, quand même, c'est notre meilleur invité. Et je pense. Antoine, qui maintenant, je l'ai croisé l'autre fois, il habite dans ma rue, clairement. D'accord, ok. Bon, faut qu'il vienne. Ce sera chez moi. C'est ça. Et donc, donc il avait mis sur son Insta l'album From the Pyre de Last Dinner Party. Et j'adore, c'est très très bien. Il y a des vibes un peu à la Queen, je trouve. C'est des chansons, ils appellent ça des chansons à tiroir, où en gros t'as une idée, et puis elle va un peu changer, et en quoi tu te dis, un peu comme les Psych-Up quand on Ah oui, d'accord, ouais. Mais c'est pas métal, Non, c'est pas il y a des chansons un peu lyriques, des fois ils chantent une chanson où ils chantent en français à un moment, mais j'adore les arrangements, la mélodie, ça reste très très vite en tête et c'est un plaisir à écouter. Groupe Franchement, 100% féminin. ouais, j'adore ce groupe. Franchement, c'est devenu mon groupe fétiche. Et pour rebondir, artiste que je t'ai fait écouter aussi, Sun, Oui. qui elle a une formation de growl de métal et qui a un album solo dont je n'ai plus le nom en tête parce que c'était pas forcément Marocco, mais que je vous recommande aussi. Oui, pour, tu m'as fait écouter, c'est très bien. C'est qui, Sun vraiment Sun, tout simplement. Une chanteuse. C'est une chanteuse allemande. Qui fait du growl. Et c'est une growl de fille. Jolie. Elle est fan de Dead Chanteuse, guitariste et qui fait pas que crier non plus dans ses chansons et qui a une reprise de Survivor des Destiny's Child que je trouve absolument génial. Et dernière reco, mais je pense que putain, ça va il y être en a 10 000. un tunnel. En fait, lui, il a inventé le concept de reco à tiroir. C'était exactement ça. Bon, ça va pour être. On avait dit qu'on arrêtait de faire des épisodes de 2 heures, c'est raté. Non, c'est un jeu Switch Encore. que aussi toutes les plateformes. Les Pikmin encore. Je sais pas si on dit Ball Pit, Ball Cross Pit, Ball X Pit. En gros, c'est un jeu de casse-briques, donc à l'ancienne. Tu as la petite boule que tu montes et voilà. Sauf que là, oui, c'est ça. Sauf que là, ça se passe dans où tu dois tuer des boss et des boss qui vont descendre à la chaîne. Et tu vas avoir plein de boules et tu vas pouvoir les modifier pour avoir plus de boules, des boules laser, des boules feu. Et en gros, c'est un jeu, tu dis, je fais rien dans le gameplay, c'était juste à bouger ton bonhomme, récupérer, monter de niveau, tout ça. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est des tirs automatiques. Mais en fait, le jeu est tellement addictif.
Ça coûte 15 balles et c'est une fois que tu as mis ton doigt dedans, tu peux pas t'arrêter. Et après, Comme Robert Downey Jr. avec MCU, quoi. Et à chaque fin Mais comme toi prochainement avec l'achat d'un chien. Tu verras que t'as aussi mis le doigt dans un drôle d'engrenage. Et à chaque fin de run, tu dois faire une base. Et pareil, quand tu t'envoies tes bonhommes, ils partent un peu comme dans le truc de balles qui rebondissent. Et c'est trop addictif, c'est trop bien. J'adore ce jeu. C'est pas beau, mais c'est trop bien. Juste vous parler de musique, c'est pas une reco musique, c'est juste pour vous dire qu'en ce moment, étant le cabel, j'écoute beaucoup de musique pour enfants. Et il y a Aldebert qui avait sorti une chanson avec Amélie Nothomb et Serge Tankian. Oui. Cette piste. C'est sur l'album Metal. Ouais, c'est ça. Oui, il y a plein de chanteurs. Mais c'est pas un mal. chanteur d'acné qui a fait. Pour les gamins, c'est cool. J'en avais fait un quand j'avais fait un concert de Noël avec. Ouais, sorry, il connaît les stars. Pardon. Ouais, Moi, une fois, j'ai croisé David Moi, Charvet j'ai de joué dos, avec il était à McDo, mais j'ai trop loin comme ça. T'en as d'autres des vedettes? Sinon, quand on était à la Paris, on a vu un youtubeur. On a vu Wax. Moi, j'étais à la patinoire à Roubaix, j'ai vu Gérard Vives. Ça vous va ou pas? Parce qu'on n'a pas fait de reco, mais on a vu Ça peut être une reco. Queens of the Stone Age en mode Acoustique. orchestral, au Grand Rex à Paris, et ça a été peut-être une des plus belles expériences musicales de notre vie. C'était incroyable. C'était fou. Et sinon, pour terminer, moi, une fois, après l'intrégavou, j'ai croisé Alain Manoff dans une crêpe. On m'avait payé la note, nous, on était en train de s'installer. Ça, c'est Voilà, vrai, c'est tout. C'est vrai, ça, tu l'avais déjà raconté. C'est vrai. C'est une vraie anecdote pourrie. Et moi, j'ai une. J'ai vu Florent Balmont à Il Restaurante, quoi. C'est vraiment. Et moi, j'étais mangé au restaurant de Maïté. Oui, et tu m'avais eu un autographe qui est resté dans la boîte à gants de ma voiture quand je l'ai vendu. Voilà, ça, c'était pour vous dire un petit peu comment on paye dans le game et puis nos relations dans le showbiz. C'est vachement On connaît des intéressant. gens. C'est pour impressionner un petit peu, quoi. C'est vachement intéressant, mais je pense que les gars, On a bien teasé pour que les gens ils aillent Il est temps, là, il est temps de tirer au sort maintenant. Pour ceux qui rêvent, vous allez enfin savoir le thème du D'abord, prochain épisode. On va tirer au sort. Qui tire en premier? Encore Pierre, comme d'hab. C'est le jeu, hein. Si c'est comme ça, c'est le jeu. C'est moi, Alex et Pierre. Ah, pour une fois, Aurélie, deux fois, il chialait. C'est jamais moi. Alors que Si, on la avait dernière fait que fois, deux la épisodes. dernière fois, c'était Tu vois, ça va moi. être 100. C'est toi. Ça va être 100. C'est au couteau. Ça va être Dante. Allez, les gars, donc ça y est, ça s'affiche à l'écran. Je vais tirer au sort le mot. Attention, vous êtes prêts? Roman. Roman, adaptation de roman. Ah, c'est trop classique. C'est trop classique. Roman Polanski. Je refuse. Je refuse. Donc c'est à Alex de choisir le prochain. On le tire au sort. Vas-y. P. P comme un P. Non, comme la paix. Comme la paix. Ah, Comme la merde, paix, comme la dommage. paix. C'est que l'inverse de la guerre, donc c'est nous qui avons mis Des ce films mot-là. sur la paix. Oh, sur. J'ai bien une ou deux Ça idées. n'existe pas. Mais pas facile. Allez, je valide ce choix. Tu acceptes? C'est bien, en temps de guerre, je trouve que c'est une bonne idée. Écoute, Voilà, je valide ce choix. Et ben Pour, c'est acté. essayer de voir un peu de positif dans ce monde. Le prochain mot sera donc le mot P-A-I-X. Monsieur Pierrot. Dommage, t'auras pas le. Putain, je t'ai persuadé parce que je vois pas l'écran ici. C'est pas parce que je voulais à tout prix le nom, c'est pas ça, n'importe Bon, quoi. ça aurait été marrant quand même. Oui. Je n'ai aucune idée de film pour l'instant. J'en ai une. Moi j'en ai un. Voilà. C'est beau. Guerre épée, ça existe en plus, mais en. Oh putain. Mais très épais. Un film de 4 C'est un heures. film de 4 heures. Donc on aime Ouais. bien les petits films. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'on avait dit Allez, au mot j'ai- le sur les. Alors, ouais, on va. Ça doit pas forcément apparaître dans le titre, on le dit, hein, ça fait partie. Essayons de c'est trouver un des élément. bangers un petit peu pour. Voilà, mais. C'est ça. On va débattre sans nous maintenant, on a 24 heures pour déterminer les films qu'on Exactement. choisira. Sur ce, nous on vous laisse et on se retrouve du coup dans 3 semaines. dans 3 semaines avec ce nouveau thème, donc le Ouais. thème de la paix, et 3 nouveaux films et les 3 mêmes mecs pour vous en parler. Ciao. Ciao. Ciao.